C'est à vous. Merci Marie-Thérèse. Je vais juste partager mon écran. Normalement, voilà, vous devriez voir notre écran. Julien, je ne sais pas s'il a mis sa vidéo. Je ne te vois pas encore, Julien. Mais Ah, moi, je te vois en tous les cas. Ah, toi, tu me vois. Bon, d'accord, ok. Donc, c'est parfait. Oui, je te vois. On va démarrer cette conférence introductive. D'abord, merci évidemment à l'UDPPC. Oui, il n'y a pas de conflit d'intérêt, hein, mais je fais partie de l'UDPPC au niveau national. Mais quand Marie-Thérèse nous a demandé à tous les deux de présenter ça, il n'y avait pas de raison qu'on refuse avec Julien. Alors, on va parler, on n'est que deux. Hein, c'était compliqué à distance de faire plus que deux personnes. Donc, on va bien parler à deux, mais on rend compte d'un travail qui a été fait à cinq et qui a été fait au printemps dernier. Voilà, dans le post-confinement, on va dire. Et on va décrire, effectivement, rendre compte de cette expérience qu'on a faite à plusieurs. Alors, dans la petite présentation à partir de laquelle vous vous êtes peut-être inscrit, et c'était un peu on devait faire un petit résumé, on avait mis en forme de boutade, on avait mis smartphone obligatoire. Avec Julien. Alors, bon, évidemment, si vous avez le droit d'écouter, ne partez pas si vous n'avez pas de smartphone ou si vous avez un vieux téléphone Nokia qui vous sert juste à téléphoner. Peut-être même que ça va vous donner envie d'aller emprunter un téléphone à quelqu'un pour faire des manips. Mais en tous les cas, pour l'heure, et pendant qu'on introduise un petit peu le sujet, on vous propose dès maintenant de prendre votre smartphone et d'installer une application qui s'appelle Fifox. Voilà. Et d'accord, donc vous avez le lien ici, mais vous allez sur n'importe quel store de votre système d'exploitation, vous tapez Fifox, vous allez récupérer ça, et puis au bout d'un moment, vous avez un petit truc qui s'affiche comme ça, vous aurez des menus lorsque vous lancerez, et c'est avec ça qu'on va jouer. Donc vous voyez, là, je peux tout de suite lancer quelque chose, et puis voilà, je commence à faire des mesures. Je fais une accélération, Julien il fait pareil. Voilà, je fais osciller dans 3 directions différentes mon smartphone, et puis vous pouvez voir, et je fais pause, et je fais pause, voilà. Et vous avez directement des graphes qui vous permettent même de savoir à peu près comment est fichu le repère sur ce téléphone. Bien, donc voilà, on peut assez vite prendre ça en main. On y reviendra tout à l'heure parce qu'on va essayer de cadrer un petit peu les choses. Julien, je vais te laisser te présenter quand même 2 minutes, mais avant de te présenter, je vais te donner la parole pour que tu nous racontes pourquoi finalement on est en train de parler à 260 personnes là, parce que c'est quand même à toi que revient l'initiative de la chose. Donc, si tu peux nous dire quelques mots là-dessus. D'accord, merci Jacques. Merci à l'UDPPC de nous accueillir et de m'accueillir aussi pour cette petite conférence à distance. En fait, je pense que l'idée de la conférence vient du confinement, hein, évidemment. Moi, quand j'ai vécu le confinement, un peu comme tout le monde, j'ai été sous le choc. Et puis très vite, on s'est demandé ce qu'on pouvait en faire, hein. Cette contrainte, elle nous titillait bien. Et donc, au début, je me suis dit que j'allais faire de la vulgarisation parce que c'est un de mes dadas. Donc, j'ai commencé à faire des conférences un peu pourries, il faut bien le dire, depuis ma cuisine, depuis mon salon. J'ai appelé ça les conférences confinées. Et avec les moyens du bord, j'ai fait un peu ce que je pouvais. Et j'ai notamment fait plein de petites expériences avec smartphone parce qu'évidemment, c'était mon truc. Nous, on faisait ça depuis des années déjà à l'université. Et on n'est pas du tout les premiers à avoir fait ça, hein. Il y a derrière nous Joël Chevrier, Ulysse Delabre notamment, qui font ça très bien. Et à la suite de ces conférences, en fait, j'ai eu pas mal de retours de profs, notamment des profs de collège et de lycée, qui m'ont dit « Ah bah tiens, votre truc, il est pratique parce que ça va nous permettre de faire des TP à nos propres élèves en leur disant bah, « Allez voir la conférence de Julien à tel moment et puis essayez de refaire la manip chez vous. Prenez un escabeau, prenez une ficelle et puis allez-y. » Et donc, on s'est rendu compte un petit peu en discutant avec ces profs-là qu'il y avait un potentiel, il y avait quelque chose. Bon, alors, on le savait bien, évidemment, qu'avec le smartphone, on peut faire plein de choses, mais on s'est dit qu'il fallait peut-être pousser ça plus loin, et surtout dans la perspective, évidemment, d'un confinement qui pouvait durer ou qui pouvait recommencer. Donc moi, j'ai été voir les inspecteurs, hein, l'inspection générale, et j'ai proposé à Dominique Aubert et à toute son équipe de faire des TP voilà, avec smartphone, sans trop savoir dans quoi je mettais les pieds, il faut bien le dire. Et puis Dominique nous a suggéré de travailler avec une super équipe de preuves, dont Jacques, et puis Patricia et Jean, dont on va vous reparler après, et puis avec mon collègue Frédéric Bouquet, qui est mon associé là-dessus depuis des années.
on a fait un groupe A5 où, à distance, parce qu'on ne s'est jamais vu en vrai, hein, Patricia et Jean, je ne les ai jamais vus en vrai, et ben, on a conçu des TP pour le lycée. Et je dirais que c'est peut-être la différence entre cet exposé et ce à quoi vous avez peut-être assisté vous-même d'autres fois, où il y a eu beaucoup d'ateliers, y compris à l'UDPPC, sur la question du smartphone, sur comment l'utiliser, comment le manipuler, comment en faire un outil. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est aller un cran plus loin et proposer vraiment des textes, des TP qui rentrent dans les programmes, qui suivent la trame habituelle des TP en utilisant les smartphones, avec plein de motivations en tête dont on va vous reparler dans la suite. Donc voilà, c'est comme ça que c'est arrivé ce projet, et on a monté ce projet dans un temps assez record, il faut bien le dire, pour que ça soit disponible à cette rentrée, parce qu'on ne savait pas encore à quelle sauce on serait mangés les uns les autres à cette rentrée. Donc voilà, tu veux que j'enchaîne peut-être, Jacques, sur le plan? Oui, vas-y, il est à l'écran. Il est à l'écran. Alors attends, j'ai le mien là, mais c'est Ah bah pareil, vas-y, hein, on non, a le c'est même. pareil. Donc voilà, ce dont on va vous parler aujourd'hui, d'abord, on va essayer de vous réexpliquer quand même, pour ceux qui ne sont pas habitués des smartphones pour faire de la physique, pourquoi est-ce que le smartphone est un outil de choix et très concrètement comment l'utiliser. Et Jacques va déjà vous faire des démonstrations spectaculaires avec son smartphone en direct. Tu as la pression hein, maintenant, Jacques. Ouais, ouais, sûrement. Et puis ensuite, moi, j'essaierai de vous raconter peut-être ce qu'on a fait avec mon équipe, hein, la physique autrement, pour concevoir des activités qui peuvent être utilisées par tout le monde pour introduire le smartphone. Pas tout de suite tomber dans les TP, mais comment on peut faire des premières étapes doucement pour initier nos étudiants, nos élèves au smartphone et à son utilisation pour faire de la physique. Et puis ensuite, Jacques vous montrera comment, à partir de là, on a fait des vrais TP, et puis il vous détaillera un peu le contenu de ces TP, hein, et on vous montrera quelques exemples très concrets. Et puis enfin, on aimerait finir sur un petit moment pour vous montrer que l'idée du smartphone, c'est pas juste pouvoir faire des manips à distance, c'est pas juste faire des manips gadgets ou moins chers ou fun ou à la mode. Il nous semble que ça peut ouvrir des nouveaux terrains pédagogiques, des nouvelles possibilités. Et on voudrait vous montrer un petit peu ce qu'on a nous en tête et en vous donnant un exemple auquel on va essayer de tous participer ensemble et vous montrer comment collectivement on peut faire de la physique avec du smartphone. Et vous allez voir à quel point collectivement prend son sens dans ce qu'on va vous proposer en quatrième activité. Donc en tous les cas, on va vous solliciter à plusieurs reprises pour faire des activités avec nous. Donc téléchargez Fifox, hein, soyez prêts. Et tous ensemble, on va essayer de faire de la physique cet après-midi à distance, ce qui sera la meilleure preuve qu'on peut faire de la physique, y compris à distance. Voilà. On commence peut-être avec pourquoi le smartphone, Jacques? Oui, je reprends la main. Oui, oui, on va commencer. Pourquoi le smartphone? Bon, Julien, pour les éléments de contexte, Julien l'a un peu dit. Moi, j'étais un peu un prof lambda là-dessus. J'avais suivi plein d'ateliers avec à Lyon en particulier avec Joël Chevrier et Philippe Jean Jacot. J'ai vu qu'il y avait plein de Lyonnais, donc ils doivent les connaître. Voilà, moi je suis un peu geek, donc je m'amusais souvent avec mon smartphone, mais y compris pendant mes vacances, ça faisait beaucoup rire mes enfants. Mais j'importais le smartphone assez rarement, à vrai dire, pour en faire un vrai TP avec les élèves. Et puis, certains doivent le savoir aussi, j'ai coécrit les programmes, et dans les programmes, des nouveaux programmes de lycée, et on a assumé de mettre l'usage des smartphones sur certaines capacités expérimentales. Et on l'assume toujours, et j'en suis d'autant plus content que je pense qu'on a maintenant suffisamment de recul pour montrer que c'est jouable et qu'il y a parfois une vraie valeur ajoutée. Donc, je m'y suis un peu plus mis, et puis cette rencontre, cette opportunité du printemps a fait qu'effectivement, on a essayé de formaliser un petit peu les choses et de faire effectivement ce que je n'avais encore jamais vraiment vu, c'est-à-dire un TP, clé en main, commenté, qui est minuté, qui est fait pour rentrer éventuellement dans une salle de classe aussi, ce qui diffère de ce que j'avais pu faire avant sur les smartphones dans les différents ateliers ou les formations que j'avais faites. Alors, du coup, pourquoi? Bon, ça part d'un principe assez basique, que vous le savez sans doute en tant que prof de physique, qu'il y a plein de capteurs dans les smartphones. Alors, on ne sait pas toujours où ils sont, on ne sait pas toujours ce qu'ils font, mais en fait, ce n'est pas beaucoup plus boîte noire que plein d'autres capteurs qu'on utilise d'habitude en classe, hein. Je pense que l'argument de dire « oh là là, c'est totalement boîte noire, on ne sait pas comment ça marche », il ne vaut pas pour le smartphone. Il est à peu près le même que pour d'autres instruments qu'on utilise en classe, qui sont parfois bien boîte noire aussi, voire plus que le smartphone. Là, on récupère de la donnée brute, et Fifox va nous permettre de visualiser, et de traiter et de lire ces données. Les capteurs que nous, on a utilisés, c'est à peu près ceux-là, enfin, pas tous, mais bon, vous les voyez ici, on les a remis sous notre forme avec des petits graphismes que Julien affectionne beaucoup dans son équipe parce qu'il les a beaucoup utilisés et ça vient de la physique autrement.
Donc, on va beaucoup utiliser, nous, dans les fiches qu'on va vous proposer, le micro, évidemment, le gyroscope et l'accéléromètre, le capteur de luminosité avec un petit bémol qui est que sur certains appareils, en particulier les appareils à la pomme, ça pose quelques problèmes. Voilà. Et puis, le baromètre, on ne l'a pas utilisé, mais Julien vous racontera tout à l'heure comment on peut aussi l'utiliser, et puis le magnétomètre. Mais le magnétomètre, Julien, il l'a utilisé, je crois, dans ses confs confinés, donc tout le monde a vu ça dans sa cuisine, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous faire une première démo, un truc qu'on ne fait pas forcément beaucoup avec nos élèves, mais qui peut donner des idées et qui peut traiter le programme de terminale. Je vais partager carrément, vous devez voir encore, vous pouvez continuer à voir ma vidéo, je vais carrément partager mon téléphone là. Voilà, enfin, j'espère que je vais le partager, s'il veut bien se réveiller. Voilà, normalement, c'est tout bon. Vous laissez 30 secondes, mais sinon, je ne vais pas partager mon téléphone. Sinon, tu me dis, hein, je peux prendre le relais et partager le Non, mien. non, mais ça va aller, je crois que c'était bon. Hop. Voilà. Alors, ok. Donc, je vais vous partager, il faut juste qu'il le trouve. C'est bon. Voilà. Je ne vois pas. Alors, Sinon, oui. tu le montres à l'écran comme ça. Hein. Sinon, je vais montrer à l'écran. Non, mais le voilà. Ça y est, voilà. Donc là, vous avez mon écran, vous avez mon téléphone. Voilà. Donc là, j'ai mon téléphone et je vais prendre un petit truc. Alors, vous voyez, on vous montrera tout à l'heure, il y a une petite expérience en jaune, là, bizarre. Bon, et Julien va en parler dans quelques instants. Et une expérience que vous n'avez pas. On a customisé nos téléphones, vous allez voir. Mais vous pouvez prendre le gyroscope. Et si ça vous amuse, mais faites de la place autour de chez vous. Donc là, je vais quelque chose. J'espère que vous m'entendez toujours. J'enlève ma chaise. Voilà. Et puis, je vais mettre en marche. Vous voyez le petit triangle en haut. Hein, je vais le mettre en marche. Et puis, je vais tourner. Je vais tourner, les bras tendus. Voilà, et c'est parti. Et je tourne. Et j'essaye de tourner régulièrement. Alors, je vais me mettre en norme. Voilà. Directement. J'essaye de tourner régulièrement. Et puis, je peux ralentir. Voilà. Je peux réaugmenter. Et puis, rapprocher mes bras. Voilà, mais on voit que là, il ne va pas se passer grand-chose si ce n'est que je ralentis. Voilà. Et j'ai fait une rotation et je peux même m'entraîner à tourner régulièrement. Bon, je n'y arrive pas, manifestement. Et vous voyez quand même à quel point le fait de tourner même avec mes jambes fait que je n'arrive pas à tourner régulièrement. Il y a une forme de périodicité qui apparaît parce que je fais des pas pour tourner, quoi. Voilà. Si je me mettais sur un tabouret tournant, la courbe serait beaucoup plus lisse et on verrait déjà l'effet ici. Donc, bon, voilà, une première expérience. Ça, on peut le faire facilement avec Fifox. Et puis, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut faire plein de choses parce que Fifox va en même temps pouvoir mesurer d'autres trucs. On va pouvoir, par exemple, faire travailler sur l'accélération centripète en R oméga 2. Et ce qu'on a essayé de penser toujours avec l'équipe quand on faisait ça au printemps, c'était de dire, OK, on va partir d'une manip, on va essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas très, très compliquée à mettre en œuvre, mais on va essayer de faire de la physique avec. Et on n'a jamais oublié ça. Et vous voyez que toutes nos fiches commencent par une petite rubrique qui s'appelle « Du côté des modèles », de quel concept, de quelle loi éventuelle on va avoir besoin pour exploiter les données qu'on va faire acquérir aux élèves. Et avec cette manip, juste l'idée de dire, tiens, mon téléphone, il a un gyroscope. Je n'en ai pas dans ma classe d'habitude. Hein, donc, j'ai un gyroscope qui me permet d'accéder à une vitesse de rotation. J'ai des accéléromètres qui vont me permettre d'accéder à l'accélération dans les directions qui m'intéressent. Je devrais pouvoir faire tourner ça avec le bagage de terminal. Hein, typiquement, là, on est plutôt en terminal. Et on va pouvoir aller investiguer sur certaines choses. Donc, estimer la taille de ses bras, tester la relation. Est-ce que l'accélération le V carré sur R, il est valide, hein, c'est ça qu'on fait, par exemple, le V carré sur R au programme de terminal pour l'accélération centripète. Et éventuellement aussi, petit problème à résoudre, où est-ce qu'il est mon accéléromètre dans mon smartphone? Ils ne sont pas tous au même endroit, mais en fonction de mon smartphone, où est-ce que je peux localiser mon accéléromètre avec cette simple utilisation d'outils de physiciens. Alors là, Julien, je vais te laisser la main, pardon, parce que tu vas nous montrer ça directement.
Ouais, merci Jacques. Alors, si tu peux arrêter ton partage d'écran. Ouais, pardon, vas-y. Il n'y a pas de problème. Alors moi, j'utilise un de mes accessoires préférés. Alors, ce dont on s'est vite rendu compte pendant le confinement, quand on a fait faire ces manips à nos étudiants à distance, c'est qu'il fallait se débrouiller avec les moyens du bord. Donc chez vous, il y a plein de choses qui permettent de faire des rotations. Il y a Jacques, déjà, qui tourne sur lui-même. Il y a une roue de vélo. Alors, il y en a qui ont même utilisé des machines à laver. Donc là, on a commencé un peu flipper pour les téléphones. Et puis, il y a cette bonne vieille essoreuse à salade, hein, qui est un de mes trucs préférés. Donc voilà, une essoreuse à salade. Alors, je vais vous faire une manip d'accélération centripète, peut-être un petit peu différente de celle de Jacques, un tout petit peu plus sophistiquée. C'est-à-dire qu'on va demander à Fifox de mesurer à la fois l'accélération et la vitesse de rotation, et puis même de nous tracer l'un en fonction de l'autre, parce qu'on sent bien qu'il y a une relation entre A et oméga, qui est A en oméga carré, en R oméga carré. Donc, je prends mon smartphone et je choisis accélération centripète. D'accord? Donc, accélération centripète, il va mesurer l'accélération, ici en bas, on va s'intéresser au graphe du bas, en fonction de oméga carré. Donc, on va bien voir s'il y a une relation entre les deux. Et alors, c'est même mieux que ça. On peut prendre contrôle à distance. Si j'appuie sur les 3 petits points en haut à droite, ici, vous voyez, on peut choisir d'avoir autorisé le contrôle à distance. Donc, je vais autoriser le contrôle à distance. Et ça va me permettre de le récupérer sur mon ordinateur. Alors, je vais vous montrer ça en direct. Donc là, je vais tout simplement sur mon Google Chrome, mon explorateur Internet. Et vous voyez que maintenant, j'ai le même écran, finalement, que sur mon smartphone. Alors, il faut que je continue à y voir quelque chose. Voilà. Et donc, ce que je vais juste faire, c'est lancer la mesure. Hop, donc là, elle démarre normalement ici. Hop, il faut peut-être que je le recharge. Alors, attendez. Hop, voilà. Et tu peux Donc même la là, démarrer une fois le ouais. Donc, je smartphone mets à la poubelle dans toutes les ces mesures soreuses. qui sont toutes Voilà. pourries et je mets mon téléphone dans le truc. Alors, il y a plein de manières de le mettre. Là, je vais le mettre à plat, par exemple. C'est une façon comme une autre. Et je referme. Je n'ai toujours pas lancé de manip. Je referme juste mon panier à salade. Voilà, vous le voyez, il est là. Et là, maintenant, depuis Internet, je vais juste cliquer sur le bouton ici pour lancer la mesure. Donc là, il mesure et je vais tourner tranquillement. Donc, j'augmente progressivement ma vitesse de rotation. Et vous voyez qu'il calcule à chaque fois, il mesure plutôt à chaque fois A et oméga carré. Alors, je vais de plus en plus vite. Voilà, j'accélère, j'accélère. Et puis, je vais m'arrêter parce que ça me semble déjà très bien. Et donc, vous voyez que là, si je regarde la courbe du haut, on a une parabole. La courbe du bas, on a une droite. On a une magnifique relation A en fonction de oméga carré. On a un très beau TP fait en à peu près 5 secondes. Et là, on peut commencer à faire de la physique. Quelle est la barre d'erreur, l'incertitude, est-ce que ça sature, est-ce que ça ne sature pas? Ce qu'on voit en tous les cas, c'est que la pente, vous pouvez voir, c'est 30 sur quoi 400. Donc, c'est genre 0,8, non, 0,08, 0,07 ou un truc comme ça. Et bien, c'est directement le diamètre R, le R oméga carré. R vaut, je ne sais pas, 7 cm ou un truc comme ça. Et en connaissant le diamètre, on peut savoir à peu près où est le capteur dans mon téléphone qui se casse la figure. Donc, vous voyez qu'on peut faire des opérations un peu plus sophistiquées. Ici, l'accélération centripète. Et puis, nous, même pour les TP, il y en avait certaines dont on ne disposait pas dans le menu de base Fifox. Et donc, on les a rajoutées parce qu'on peut faire ça sur Fifox. Et en allant juste biper un QR code sur le texte de TP, on récupère des nouvelles mesures qui nous arrangeaient bien pour certains axes pour les élèves et qu'on a faites en quelque sorte sur mesure. Voilà. Donc, on peut utiliser le smartphone pour faire des mesures de base et pour faire des mesures un peu plus sophistiquées et même pour contrôler le smartphone à distance. Alors, à partir de là, nous, on s'est demandé comment faire ça avec nos étudiants. Donc, on avait déjà plein d'idées de TP très sophistiquées, mais on s'est dit qu'il fallait peut-être y aller doucement et d'abord les initier pour les libérer en quelque sorte. Notre idée, c'était, alors je vais dire des grands mots, mais libérer leur élan créatif, c'est-à-dire faire qu'ils puissent se lâcher un peu, parce que l'intérêt du smartphone, c'est qu'on peut sortir dehors, qu'on peut aller dans la rue, qu'on peut courir, qu'on peut bouger, qu'on peut se lancer, quoi. Donc, qu'ils ne se sentent pas coincés comme dans des TP. Donc, on s'est dit, on va développer des activités. Et puis, comme toujours, ce qu'on aime bien faire dans l'équipe, c'est d'abord tester, développer. Puis, une fois qu'on a l'impression que ça marche, embaucher avec nous des designers graphiques et autres pour nous aider à produire des modes d'emploi pour tout le monde. Donc, ce que je vous montre là, vous pouvez le récupérer sur les sites web dont on vous donnera le lien à la fin. Et on va vous montrer comment on fait pour passer au TP en douceur avec quelques exemples d'activités. Donc, premier exemple, un truc très ludique, sans physique. On va juste utiliser les capteurs pour le fun. Donc, je vais le faire en direct. Est-ce que tu m'entends encore, Jacques, là? Tu m'entends? Oui. Ouais, impec. Donc, on Tu va essayer… es rentré dans une cathédrale, mais on t'entend ouais, c'est toujours pas grave. dans une cathédrale. C'est parfait. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est un exercice que je vous invite tous à faire pour que je ne sois pas le seul à être ridicule. Alors vous avez de la chance, votre webcam n'est pas allumée. Jacques, toi, tu as le droit d'être ridicule avec moi. Oui. Et donc, on va faire un petit jeu pour tester l'accéléromètre. Donc, l'idée du jeu, ça va être de me suivre. Moi, je vais faire une chorégraphie, il faut que vous fassiez tout comme moi. Et il faut que vous bougiez le moins possible le téléphone puisqu'il va mesurer son accélération. Le but, c'est que le téléphone accélère le moins possible. Donc, si vous voulez jouer, vous vous mettez debout et vous lancez l'accélération avec G. Donc là, malheureusement, j'ai compris que la conférence, elle est enregistrée, donc je vais être complètement ridicule en direct, mais ce n'est pas grave. Donc, tout le monde avec moi.
On lance l'accélération avec G, avec le téléphone à plat. Il va falloir suivre ce que je fais en bougeant le moins possible le téléphone et on va comparer à la fin qui est le meilleur. Donc, j'appuie sur Play et c'est parti. Donc, d'abord, vous faites un tour autour de votre téléphone. Toujours sans bouger le téléphone. Maintenant, vous devez passer une jambe au-dessus du téléphone. Donc là, je ne suis pas souple du tout. L'autre jambe. Et la plus dure, sur un seul pied, il faut descendre et remonter. Et vous faites pause. Alors voilà le genre de truc que vous devriez obtenir normalement. Donc une courbe. Donc ce qu'on a suivi, c'est ça. C'est qu'on a fait play et puis on a fait tous ces mouvements-là ensemble. Et là, vous avez une courbe dont vous allez juste mesurer l'écart. Alors selon l'axe Z, alors pour avoir l'axe Z, c'est facile. Vous cliquez sur la courbe du bas. Puis vous regardez. Alors là, moi, j'ai des pics. C'est une catastrophe. C'est le stress de la. En fait, moi aussi, j'ai un pic parce que j'ai tapé avec ma jambe dans le téléphone. Bon, ça, c'est Gagné radical. grâce à ça. Ah bah voilà. Et donc, moi, en gros, mon écart maximum, il vaut à peu près 11 mètres par seconde carré. Tu es à combien, toi? Bah, je vais te dire ça tout de suite. Bah, le pic, il ne devrait pas compter normalement. Ah non, 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 essaye pas de me tricher. Voilà. Ah, sans le pic, je suis super bon. Je suis à, Je m'en fiche. Avec le pic, tu es à combien? je suis à 7. Ah, Donc, non, mais avec le pic, je suis à 15. Donc, d'accord. Donc, toi, tu es un cabri déchaîné, alors que moi, je suis un ouais. labrador placide. C'est tout ce que Voilà, j'ai à bon. dire, Jacques. Ouais, mais d'habitude, c'est je gagne. Mais bon. Alors, vous voyez, ça pose tout de suite plein de questions amusantes. Comment lire un graphe déjà? Quelle est la sensibilité de l'outil? S'il y a un petit choc, est-ce qu'on en tient compte ou pas? Donc, on commence à faire de la mesure sans le dire. Alors, cette activité-là, évidemment, elle permet de se décoincer, de montrer que nous aussi, on a le droit d'être ridicule. Donc, nous, on en a fabriqué plein des comme ça. Il y a des parcours du combattant, il y a des trucs pour être en rotation, il y a des trucs pour être en accélération ultime, etc. Et puis, on a aussi fait des énigmes. On vous montre un graphe, et sans rien comprendre, il faut quand même arriver à le reproduire en bougeant le téléphone de la bonne manière. Et tout de suite, ça va vous poser des questions sur les axes. Où est l'axe Z du téléphone? Où est la gravité, etc., etc. Donc ça, c'est des petites épreuves qu'on fait faire à nos élèves pour les décoincer ou qu'on leur fait faire chez eux. Et puis, à partir de là, on peut monter d'un cran et commencer à introduire des explications. Alors nous, la première chose, c'est qu'on n'aime pas le côté boîte noire du téléphone. Donc, on essaie de leur expliquer comment marchent les capteurs. Donc ça aussi, c'est des fiches que vous pouvez récupérer. C'est plein de fiches qui expliquent chaque capteur, comment il fonctionne de façon très simple. Donc ça, par exemple, c'est l'accéléromètre ou c'est des systèmes de petites plateformes à base de MEMS avec des effets d'inertie finalement qui permettent de mesurer l'accélération, mais aussi la gravité. Et ça explique pourquoi est-ce qu'un capteur de smartphone, ça mesure en accélération également la gravité G. Et puis si on veut pousser d'un cran, on se dit, bon, ok, maintenant, est-ce qu'on pourrait arriver à faire des épreuves, mais où on met un peu de physique? Alors là, on s'est amusé, surtout mon collègue Frédéric Bouquet, qui est à l'œuvre dans tous ces sujets-là, s'est amusé à se poser la question, est-ce qu'on pourrait mesurer la hauteur d'un bâtiment avec un smartphone? Alors ça fait écho à une vieille légende sur Niels Bohr, à qui on aurait demandé ça en examen, et qui aurait trouvé plein de façons marrantes avec un baromètre de mesurer la hauteur d'un bâtiment. Donc c'est cette légende de Niels Bohr qu'a voulu revisiter Frédéric avec un collègue italien qui s'appelle Giovanni Organtini. Et donc à l'heure du café, ils ont commencé à lister toutes les idées qu'ils avaient. Et ils en ont trouvé 61. Mais le truc remarquable, c'est qu'ils ne sont pas arrêtés là et qu'ils les ont testées. Quasiment toutes. Ils en ont testé peut-être 55 sur les 61, parce qu'il y en avait qui étaient impossibles d'un point de vue de sécurité. Et ils ont regardé celles qui marchaient pas. Et puis pareil, on les a toutes documentées avec des fiches mode d'emploi. Donc il y a 61 fiches qui mettent en jeu de l'acoustique, de l'optique, de l'électromagnétisme, de la mécanique, de la trigonométrie, même de la radioactivité, mais celle-là, je ne vous la recommande pas. Et avec toutes ces méthodes qu'on a testées, par exemple ici une méthode trigonométrique très simple, où on va juste mesurer l'angle que fait le smartphone avec la verticale, et en mettant du tangente de alpha, on va arriver à retrouver finalement la hauteur du bâtiment. Ou encore une méthode de bourrin, c'est lâcher le téléphone du haut du bâtiment. Alors il faut un drap en bas pour le récupérer, je ne vous le recommande pas directement, mais nous on l'a fait, et on peut mesurer la hauteur d'un bâtiment. Et ça pose tout de suite plein de questions super en physique. Quand on compare deux méthodes, laquelle est la meilleure? Et pourquoi c'est la meilleure? Parce que le modèle est le meilleur? Parce que le capteur est le meilleur? Parce que l'expérience elle-même est intrinsèquement de qualité? Où est la barre d'erreur? Quelle est la meilleure mesure? Donc nous, on prend tous nos élèves, ils choisissent des méthodes, on les envoie dehors, et puis ils reviennent, et puis ils doivent se bagarrer sur qui a la meilleure méthode. Donc ça, on vous a fait des sous-sélections, si ça vous intéresse, pour ne pas vous proposer les 61 challenges. Voilà, si vous voulez faire un truc simple et efficace, vous prenez celle-là. Si vous voulez montrer plein de phénomènes de physique chouettes, vous mettez celle-là. Si vous voulez tout faire sur le pendule, vous faites celle-là, etc., etc. Puis la dernière étape, une fois qu'on les a initiés à tout ça, qu'on les a un peu libérés, décoincés, c'est de leur faire du TP. Donc nous, on a fait des vrais TP, avec des vraies fiches de TP. Alors même si elles sont un peu fun, c'est du vrai TP. Par exemple, ici, des mesures de résonance acoustique sur une guitare. Et puis à la fin, ils y vont, quoi. Donc dans des salles qui ne sont plus des salles de TP, on se met dans des salles autres que les salles de TP, ils font des TP. Ici, par exemple, ils ont transformé le smartphone en microscope en mettant une goutte d'eau dessus. Ils mesurent le grossissement typique dû à la goutte d'eau. Alors évidemment, tout ça, ça s'est déployé notamment pendant le confinement, parce que le confinement, ça a été un moment clé où
tous les TP se sont arrêtés. Vous avez dû connaître ça avec vos classes. Mais nous, notre chance, c'est que vu qu'on les avait déjà initiés à ça, on leur a dit, ah, non, non, on continue tout chez vous. Et puis même d'autres étudiants qui n'avaient pas encore vu le smartphone, on les a initiés en direct à distance. Et Frédéric, par exemple, avec ses collègues du magistère, a pu transformer des TP en TP confinés. On a appelé ça les TP confinés, avec une centaine d'étudiants à distance en leur disant, inventez des TP chez vous. Et on ne vous donne aucun guide, on vous aide juste à distance et débrouillez-vous avec les moyens du bord. Donc, il y en a qui ont fait de la polarisation, il y en a qui ont observé des tâches que font le soleil à travers les arbres pour trouver la densité du soleil. Il y en a qui se sont amusés à mesurer l'épaisseur du cheveu ou d'un poil de chat avec un pointeur laser, etc., etc. Et ça finit même avec des fusées, bien sûr. Tout ça, c'est pour vous dire que finalement, ce qu'on a observé, c'est qu'en les libérant d'une certaine manière avec le smartphone, qui était un outil moins protocolaire et qui fout moins la trouille finalement que la belle manip de TP telle qu'on l'a fait habituellement à la fac, on les a un peu libérés. Et après, quand il s'agit de faire des TP en confinement, ils ont tous répondu présent et avec une créativité que nous-mêmes, on n'attendait pas, en l'occurrence. Et c'est ça qui a fait qu'on a eu envie d'aller ensuite vers votre monde à vous, qui est le monde de l'enseignement secondaire. Et c'est à toi de jouer. Yes. Oui, effectivement. Donc après, Julien vous a expliqué comment les choses s'étaient faites un petit peu et la question c'était effectivement de reproduire, ou pas à l'identique évidemment, mais de s'inspirer de l'expérience que Julien et ses collègues pouvaient avoir à l'université pour faire de vrais TP pour le lycée. Donc à partir du mois de mai, il y a eu un petit brainstorming là, qui s'est mis en route pour savoir quelle manip on choisissait. On va vous détailler un petit peu les contraintes qu'on a eues, qu'elles soient pédagogiques ou qu'elles soient matérielles. Mais l'idée était vraiment d'aller vers des TP commentés pour les enseignants. L'idée n'est pas révolutionnaire, on l'a dit en préambule, on fait de la physique et de la chimie avec nos élèves, on aimerait qu'ils l'apprennent le mieux possible, on fait des activités expérimentales, évidemment c'est au cœur de notre discipline, faire dialoguer les modèles en jeu d'apprentissage et puis la prise de données qu'on peut faire. On s'y accroche toujours et ce n'est pas parce qu'on va utiliser un smartphone au lieu d'utiliser le beau dispositif d'un beau marchand de matériel pédagogique qui commence par un J, qui finit par un N, qu'on va moins faire de la physique. Le téléphone, il marche bien aussi. Donc, tous les élèves ont en plus, c'est quand même là le gap quelque part, tous les élèves ont des capteurs dans leur poche. Alors, il faut qu'ils apprennent à les faire fonctionner, il faut que ce ne soit pas peut-être que ludique, mais comme l'a très bien montré Julien, une entrée ludique, une entrée par un défi, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir les défis, moi je les ai faits, c'est vraiment marrant d'aller faire ça avec des gamins, où finalement on manipule des outils de physique sans en prendre forcément conscience. Ça ne faudra peut-être pas s'arrêter là si on veut faire de la physique, mais l'idée était de dire, ok, on va se servir des capteurs que les élèves ont dans leur poche. Et franchement, dans la symbolique, ça change beaucoup de choses. Je m'en rends compte maintenant depuis quelques années. Moi, ça a commencé, ça fait quelques années que le téléphone est sur la table des élèves. Et le premier usage, c'est je vais partir avec de la physique chez moi parce que je vais faire des photos, mais ça doit vous arriver, et je vais faire des vidéos, des manips. Waouh, ça change de couleur, des trucs tout bêtes. Hein. Ouais, est-ce que je peux prendre en photo et les élèves ne me demandent plus maintenant, mais on sent bien que ce n'était pas complètement évident. Est-ce que je peux sortir mon téléphone pour faire une photo? Non, il doit être sorti sur la table, ton téléphone, et puis tu feras une photo quand ça sera pertinent de la faire. Mais voilà, évidemment que tu peux partir avec ça. Donc, ne nous privons pas du smartphone et on va essayer de le désacraliser, y compris en activité expérimentale. Alors évidemment, ça a été une collaboration un peu atypique, on s'est tous vus à distance. Alors, on se connaissait un peu avec Julien avant, mais c'est vrai que là, sur ce projet-là, on a entièrement travaillé à distance. J'en profite pour faire un petit coucou à Patricia, parce que j'ai vu qu'elle suivait la conf. Donc, Patricia Marchand, qui a aussi beaucoup travaillé aussi avec nous. Prépare-toi, Patricia, s'il y a des questions, on va te laisser la parole. Hein. Tu faudra que tu prennes ton micro. Jean Lamorin, qui était un peu le chimiste de la bande et qui est enseignant en CPGE, mais vous allez voir qu'on a réussi à faire de la chimie, un petit peu. Et puis Julien et Frédéric Bouquet, dont tu as parlé, Julien, qui était aussi très à la manœuvre sur ces questions-là et sur les aspects techniques, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. Voilà. Comment on a procédé? Bon, on a fait ça dans un temps court. J'ai dit l'autre jour à Julien, on a travaillé dans l'urgence. Il a dit non, on n'a travaillé pas dans l'urgence. Dans l'urgence, ça fait genre, on a travaillé comme des sagouins, ça va être tout pourri. Non, on a travaillé sur une durée courte, mais non, mais c'est vrai que ça a été vite quand même. Début du travail, fin mai, on a envoyé aux IG pour relecture.
fin juin, début fin mai et livraison fin juin avec une livraison définitive en juillet parce que l'inspection générale a relu, a amendé un petit peu. Alors, je sais que ça a créé de l'impatience parce que Julien a dit à la fin de la conf, on va vous donner un lien, tout ça. Et j'ai vu je suis allé voir les questions là, un petit peu. Il y a des gens, ouais, c'est où est-ce qu'on trouve ces fiches, etc. Alors, vous les trouvez sur le site de la Physique Autrement. Et franchement, c'est là qu'on vous conseille d'aller les choper. Et puis ensuite, comme il y avait eu en quelque sorte une validation de l'inspection générale, bien ces documents, avec un temps de relaxation qui est de l'ordre de quelques mois, comme vous le savez, ont fini sur Eduscol. Donc, nous, on a mis en ligne le 7 juillet et c'est arrivé mi-septembre sur Eduscol, maquetté Eduscol, donc des PDF dans les ressources d'accompagnement. Mais surtout, on sait très bien que ce type de ressources, quand les collègues s'en emparent, ils ont besoin de se les approprier, les modifier, les ajuster, de mettre leurs pattes, de mettre les consignes dont ils ont l'habitude, etc. Et donc, le gros avantage du lien que vous aurez sur la Physique Autrement, c'est que bien, vous avez des formats modifiables, vous avez des points doc et que vous pouvez télécharger les points doc pour modifier vos fiches, ce qui n'est pas le cas sur Eduscol où vous avez que du PDF. Voilà. Mais l'affichage sur Eduscol nous permet de dire que ça fait partie des ressources d'accompagnement officielles. Voilà, et ça nous a beaucoup aidé parce que, par exemple, il y a des IPR qu'on a fait la promotion et qu'on a fait la promotion à partir du moment où ça a aussi été sur Eduscol. On a tout fait à distance, ça n'empêchait pas de fait de faire des manips et d'échanger des données. Alors, il y a eu un gros travail de brainstorming sur le choix des manips, mais on va vous passer tout ça. On s'est mis d'accord sur un canevas commun, ça a été un gros travail aussi. Quelle rubrique on met dans le document élève, quelle rubrique on met dans le document prof. Et puis, beaucoup de relectures croisées entre nous pour, à la fin, livrer quelque chose, donc à la fin du mois de juin. Julien, tu m'interromps si tu sens que j'ai oublié des trucs. Hein. Non, on veut connaître les manips, là. Voilà, tu veux vite connaître les manips. Ah Donc, ouais, là, on va veut vous les savoir, montrer. Donc, plusieurs niveaux, plusieurs difficultés. C'était très important pour nous de ne pas se cantonner à on va faire ça en spécialité terminale ou alors on va faire que des manips où il faut déjà avoir manipulé Fifox. Il y a aussi des manips, vous allez voir, il y a des fiches sur lesquelles ça peut être tout à fait la première utilisation de Fifox. Donc, variation de difficulté, variation de niveau. Je pensais à ça ce matin, je me disais, mais j'ai vu qu'il y avait plein de profs de collège là, et ce qui est très bien, mais il y a des expériences en particulier sur le son qui sont tout à fait faisables et vous pouvez vous les approprier pour le collège, voire même pour la méca. On va vous montrer des chronophotographies, je pense que ça marche très très bien en collège. Donc voilà, ça reste à inventer, peut-être dans le même format, mais c'est tout à fait possible. Nos contraintes, alors les contraintes qu'on s'est auto-imposées et puis celles qui nous ont été parfois un peu imposées. On ne voulait pas partir sur un truc, enfin, on l'avait dit dès le début, le confinement nous a donné des idées et puis on va en reprendre pour des années et on va vous faire des manips pour pouvoir tout faire à distance. Ce n'était pas du tout ça l'objectif. Julien l'a très bien expliqué, ces conférences confinées ont fait germer des choses, mais notre idée pour nous, ça a été de dire on va faire des fiches TP qui peuvent être utilisées à la fois en présentiel, sur des séances de TP tout à fait classiques, mais aussi hors la classe. Avec un même support, on doit pouvoir réussir à faire des choses similaires aux élèves. Alors évidemment, l'étayage en classe ne sera pas le même si on est en présentiel ou si on est à distance, certes, mais on a quand même pensé nos fiches de façon à ce que ça puisse être fait dans un cas ou dans l'autre. Du matériel simple, dans le cas où on est chez soi, il fallait forcément du matériel simple. Alors, vous voyez, hein, le plus compliqué qu'on ait pu sortir, c'est les soreuses à salade et les soreuses à salade. Et puis, bon, vous allez voir deux, trois petites choses, mais enfin, c'était quand même assez… Tout à l'heure, je vais vous proposer pour ceux qui veulent, voilà, sortez une pièce de monnaie, une règle. Bon, c'est tout. Sans danger. Alors ça, c'était une contrainte inspection générale très forte. Donc, sans danger, en particulier en chimie. On avait plein d'idées de manip en chimie, mais sans danger, ça voulait dire qu'on était en droit d'utiliser de l'eau. Gros, voilà. Donc, compliqué, mais c'est sans danger. Sans danger pour le smartphone aussi. Donc, on a fait attention à vous mettre plein de précautions dans les fiches prof pour dire attention, si vous ne faites pas comme ça, vous risquez d'être obligé d'aller changer de smartphone. Ce serait ballot. Donc, sans danger pour le smartphone, sans danger pour vous aussi, sans danger pour les élèves. Et puis, peu dépendant du modèle de smartphone, ça marche à peu près, à une exception près sur le capteur de luminosité, mais ça, on y arrive à peu près. Mais c'était un peu l'enjeu. Donc, on va vous
voilà, les capteurs qu'on va utiliser, hein, je les ai dit tout à l'heure, et vous avez le pendant, ça c'est les manips en gros. Et vous voyez qu'on a réussi à faire un début de loi de Beer-Lambert. L'accélération centripète, on en a déjà parlé. Et puis, vous allez voir, donc, on vous a mis des petits tutoriels à chaque fois, mais en vidéo. Donc, vous voyez, je commence par ce qu'on va faire tout à l'heure. Préparez-vous parce que vous allez faire ça. Commencez à repérer les coussins autour de vous. Voilà, Julien vient de lâcher son téléphone sur un coussin et là, il le leste avec des cuillères. Donc, c'est simple, hein, cuillère élastique. Il est beaucoup plus lourd, mais il offre la même surface. On pourra faire la même chose toujours sur la chute. Mais voilà, vous voyez, une pièce de monnaie, une règle. Là, on est au maximum de la complexité du matériel. Et on fait tomber la pièce et on repère le son de départ, le son d'arrivée. Et on a un temps de chute. Bon, bah ça, voilà, c'est Julien qui a la ridicule maintenant, après moi. Et les soreuses, vous maîtrisez, vous l'avez déjà vu. Vous sortez votre vieux tourne-disque. Bah, voilà, moi aussi, j'ai sorti ma vieille platine disque. Ça, c'est très à la mode chez les élèves, la platine disque. Hein, maintenant, ils en ont. Donc, ça leur plaît. Ça revient au bout du jour. Et voilà, voilà la petite manip, on va dire, de chimie. Voilà, une petite loi de Beer-Lambert, je ne sais jamais, c'est soit la loi de Beer, soit la loi de Lambert. Je crois que c'est Lambert qui a fait la distance. Avec un tracé ici d'absorbance en fonction du nombre de couches de film transparent qu'on met sur le capteur de luminosité. Et puis, plein de manips dont s'est beaucoup occupé d'ailleurs Patricia sur le son. Et il y a une manip, vous voyez, on arrive même à faire des sonogrammes, des choses très intéressantes, de belles analyses spectrales sur lesquelles on peut vraiment faire travailler les élèves. Et puis, ces manips sur le son étaient déclinés en 3. Donc, ça donnait lieu à 3 fiches. Et puis, un peu de méca, là, plutôt niveau seconde, où on arrive à faire… Alors là, c'est la seule manip qui n'utilise pas Fifox. On utilise Motion Shot. Et, vous voyez, une petite goutte de colorant dans l'huile, typiquement. Et on fait une analyse. C'est de la superposition de photos à partir de la vidéo. Hein. Et on peut, et ça, autant Patricia que moi, on l'avait fait pendant le confinement, on avait lancé des défis aux élèves. Envoyez-nous vos plus belles photos de mouvements chronophotographiques ou de mouvements rectilignes uniformes. Voilà ce qu'ils envoient, par exemple. Là, vous voyez l'effet de la taille de la goutte de colorant. Et puis, vous avez un panneau où, voilà, ça, c'est des photos que m'ont envoyé mes élèves pendant le confinement. J'avais lancé un petit concours, le plus beau mouvement rectiligne uniforme, grâce à Motion Shot. Voilà. Donc, ça, il y a aussi un côté très ludique aussi dans ces TP. Et on peut tout à fait faire ça en classe aussi, évidemment. Donc, voilà les rubriques qu'on va vous proposer pour les fiches prof. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a essayé de mettre un niveau, une difficulté conceptuelle et la difficulté pratique. Est-ce que c'est pour des débutants Fifox, des gens familiarisés ou des gens un peu confirmés Fifox ou traitement de données un usage un peu confirmé, c'est être capable d'exporter les données de Fifox, d'aller les traiter dans un tableur, etc. Donc, on ne vous conseille pas de commencer la première manip avec Fifox, avec toute cette chaîne d'analyse de données. On a essayé d'estimer les durées. Alors, soyez indulgents parce qu'on n'a pas tout testé en vrai avec des élèves. Donc, c'est des durées estimées. Et puis, les petits tutos vidéo. Vous avez un tuto vidéo par manip. Et donc, vous en avez vu des extraits. C'est ceux que je viens de vous montrer là, que Julien a réalisé. Donc là, vous aviez des petits bouts, mais à chaque fois, vous avez un petit tutoriel vidéo pour la mise en œuvre de la manip, pour voir à quoi ça ressemble vraiment sur des aspects très pratiques. Alors, je n'ai pas tout cité, mais on vous a aussi mis, mais ça, vous avez l'habitude, dans des fiches prof, les extraits du programme, les objectifs pédagogiques de la séance, les prérequis, le matériel dont vous allez avoir besoin, les mises en garde sur la sécurité du smartphone. Donc, souvent, on vous a mis des photos et là, le tutoriel vidéo aide bien aussi. Hein, on met un coussin, etc. Comment on peut faire travailler ensemble les élèves. Alors, ça, ce n'est pas anodin, cette histoire. En particulier, il faut penser aux élèves qui n'auraient pas la possibilité de prendre des données avec leur téléphone, que ce soit en classe ou chez eux. On peut les binommer voilà, et faire de l'échange de données dans ces conditions-là. Comment le prof intervient. Franchement, on a essayé de penser des manips où le prof intervient assez peu quand même. Un corrigé détaillé. Dans le corrigé détaillé, il y a les bonnes réponses, bien sûr, mais il y a aussi des exemples de données quantitatives, des données qu'on a, nous, acquises et qu'on a traitées. Et puis, souvent, on a mis une ouverture, une vidéo, à quoi ça sert de faire tout ça, ou dans d'autres contextes, autour du même sujet, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, des choses qui peuvent ouvrir un petit peu sur la suite. Et puis, n'oubliez pas, mais vous les aurez aussi en ligne, hein, tous les tutos vidéo. Voilà à quoi ressemblent les fiches. Là, vous avez un petit flash code auquel Julien a fait allusion tout à l'heure. C'est si jamais
vous voulez inscrire une nouvelle expérience dans votre menu Fifox. Donc ça va vous personnaliser Fifox. Vous flashez ça et vous avez une nouvelle expérience qui va utiliser, par exemple, 2 capteurs. C'est ce qu'il a fait avec les soreuses à salade. On fait afficher à la fois les données de l'accéléromètre et les données du gyroscope. Et donc, on peut vraiment personnaliser ces expériences. C'est une vraie plus-value de Fifox. Donc voilà, alors évidemment, j'ai regardé, je suis allé voir par curiosité hier, le PDF total des 8 fiches. Julien, il fait 75 pages, donc on a écrit un petit livre en fait. Voilà, c'est normal, hein, il y a une espèce de… Bon, les fiches élèves sont courtes, mais l'ensemble des fiches profs, ça fait 75 pages de PDF que vous allez récupérer, mais ils sont saucissonnés en plus ensuite et vous pouvez récupérer les points doc manip par manip. Voilà, eh bien, je te laisse la main, Julien. Oui. Merci Jacques. Donc oui, 75 pages, il ne faut pas vous effrayer, c'est parce qu'on a voulu faire des longs corrigés avec plein de jolies images où on voit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut mesurer, parce que moi, ça me semble toujours utile quand je suis prof, j'aime bien voir les corrigés et tout savoir ce qu'il faut faire bien et les erreurs à ne pas commettre. Donc vous avez vu, ces TP, ils peuvent vous sembler assez classiques. Ils ouvrent déjà plein de portes à d'autres façons de mesurer. Jacques a donné le très bel exemple de ces élèves à qui on a demandé des photos soudain et qui sont devenus créatifs en inventant du mouvement rectiligne uniforme de plein de façons différentes. Donc ça peut ouvrir plein de pistes. Comment vous feriez chez vous un mouvement de rotation uniforme, etc. etc. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses et il y a plein de pistes déjà dans ces TP. On peut aussi imaginer d'avoir des déroulés de séances de TP un peu originaux, un peu différents, déjà de sortir de la salle de TP, je l'ai dit, d'aller dehors, ou même de mesurer différemment, et même à distance. Et là, je vous propose qu'on teste ça très concrètement avec un exemple ultra simple qui est la chute des corps. C'est-à-dire qu'on va essayer tous ensemble de mesurer la chute des corps, donc là, on compte vraiment sur vous, hein, pour vous montrer comment ça peut devenir soudain une mesure collective. Alors, très concrètement, pour mesurer la chute des corps, c'est très facile. Il vous faut un oreiller. Hein, alors, je redébranche. J'espère que tout le monde m'entend. Tu m'entends, Jacques? Oui, c'est bon. Donc, l'accessoire le plus important, un oreiller ou un coussin ou un vêtement, enfin quelque chose qui amortisse la chute du téléphone. Voilà. Donc ça, vous le mettez par terre. Et puis après, vous avez votre téléphone. Alors pareil, hein, je vais vous partager l'écran, mais en gros, on va mesurer l'accélération avec G. Donc, c'est le deuxième sur le menu, l'accélération avec G. Et l'idée, ça va juste être de mesurer la chute du téléphone et de mesurer le temps qu'il met à tomber. Voilà, pour mesurer une chute des corps. Donc, on va lancer l'accéléromètre pendant qu'on fait tomber le téléphone le plus à plat possible. Je vois que Jacques est déjà prêt. Alors, moi aussi, je vais me mettre. Alors, évidemment, cette mesure, elle n'est d'intérêt que si vous mesurez la hauteur à laquelle vous le lâchez. Donc, soit vous avez un mètre mesureur, mais si vous n'en avez pas, vous avez votre corps dont vous connaissez la hauteur. Donc, moi, je vais dire que je fais 1m72 et ça va me permettre de mesurer depuis cette hauteur-là la chute du corps. Donc, vous lancez l'accélération selon G. Hein, je le fais là en direct. Et une fois que vous êtes prêt, vous lâchez votre téléphone. Hop. Et après, vous faites pause. Et donc, vous obtenez une mesure de ce genre-là. Voilà. Alors, on va s'intéresser au troisième axe, hein, selon le dernier axe, jaune en bas, là, selon l'axe Z. Alors, vous avez une espèce de créneau et un pic. Premier truc, c'est qu'avec les doigts, on va zoomer sur le créneau. Donc, zoomer en même temps que moi sur le créneau. Alors, concrètement, hein, le créneau, il a cette tête-là. Regardez sur mon PowerPoint. Moi, j'ai à peu près le même en vrai. Hein, je n'ai pas triché. Ça, c'était une vieille mesure que j'avais reprise. Et notre but, c'est de mesurer la durée de la chute. Et la durée de la chute, en fait, elle est entre le début de la chute qu'on voit ici, hein, quand l'accélération change, et le rebond. En fait, ce pic, c'est le rebond sur l'oreiller. Et donc, on va mesurer la distance entre les deux. Alors, vous pouvez faire ça avec le curseur. Vous voyez là, ici, au milieu, vous pouvez utiliser un curseur. Si je pointe quelque part, il me dit combien c'est. Mais si j'ai la flemme de calculer la différence, il suffit de faire un glisser. Donc, vous laissez appuyer et vous allez d'un point à un autre. Et avec ça, vous avez directement la distance. Hein, c'est bien fichu. Et là, moi, j'ai 0,55 secondes. D'accord? Donc, j'ai une durée, 0,55 secondes. Et puis, j'ai une hauteur, 1m72. Et ce qu'on va vous demander maintenant, ce n'est pas de commencer à essayer de vérifier une loi toute seule, parce qu'avec un seul point, vous n'allez pas vérifier grand-chose, un peu, mais quand même, il faudrait connaître la gravité. On va essayer tous ensemble de trouver la gravité sur Terre. Et donc, pour ça, vous allez aller sur ce lien, tinyurl.com/juillet 2020, parce que la première fois que j'ai fait cette mesure, c'était en juillet 2020. Et on va vous demander un petit sondage. On va vous demander la hauteur en centimètres, donc la hauteur en centimètres, et la durée en secondes. Alors, vous ne plantez pas sur les décimales pour bien rentrer ce qu'il faut. Et ça va aller automatiquement sur un fichier Google. Moi, je suis un peu Google, désolé. Un fichier Google tableur, en mettant automatiquement vos réponses sur mon tableur. Et moi, je vais pouvoir automatiquement tracer ce qu'on obtient tous ensemble. Donc, je répète, vous lancez Fifox, vous allez dans le deuxième, ici, accélération avec G,
Vous vous mettez comme ça à la hauteur de votre tête ou à une hauteur que vous connaissez. Vous lâchez une fois que vous avez lancé la mesure. Vous faites pause. Là, vous mesurez l'écart comme je le fais ici, hein, sur ce PowerPoint. Et vous trouvez une valeur, 0,55 par exemple secondes là. Et vous me rentrez sur ce questionnaire la hauteur et la durée. D'accord? Et moi, pendant ce temps, je vais aller récupérer vos résultats en direct. Donc, normalement, je ne sais pas combien vous êtes de participants en ce moment sur le Zoom, mais je compte sur vous pour participer nombreux. Ouais, vous êtes 290. Alors, j'espère pas qu'on ait 290 points, mais j'espère qu'on en ait quand même quelques-uns. Donc là, au boulot. Attention, hauteur en centimètres. Hein. La hauteur en centimètres et la durée avec un… Exactement. La durée est en secondes, sans vous planter sur le signe des décimales, et la valeur est en centimètres. Là, je vois des données qui arrivent en direct. Alors, je vais vous montrer le tracé des données en direct pour voir ce que ça donne. Alors, attendez, j'arrive. Vous pouvez en rentrer plusieurs. Hein. Vous pouvez recommencer. Pardon ? Vous pouvez recommencer plusieurs fois. Et vous pouvez recommencer plusieurs fois, évidemment. Alors, on y va. C'est en train de récupérer les datas. Donc, hop, moi je calcule en direct, excusez-moi, hein, il me faut un petit peu de temps. Je joue la montre. Et le temps carré, voilà. Et je vous partage, excusez-moi, je ne vous ai pas partagé mon écran. Oh bah dis donc, je ne suis pas sérieux. Donc voilà mon écran et voilà nos mesures en direct, regardez. Donc vous voyez plein de points se dessiner. Là, il y a plein de mesures qu'on reçoit en direct, que je traite en direct. Hop, je fais le petit calcul. Donc je prends juste le temps, mais je le mets au carré et il se trace en direct sur ma courbe. Donc là, on a toutes nos courbes les unes avec les autres. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est affreux. Moi, je trouve ça assez excellent. Parce que regardez la pente, finalement, si je regarde la pente, eh ben, je ne suis pas loin d'avoir une pente qui vaut, je ne sais pas, 10 à peu près, 9, 10, un truc comme ça, si je suis comme ça. Alors évidemment, il y a des grosses incertitudes parce que vous n'avez pas pu très bien mesurer la hauteur vous-même, j'imagine. Et puis surtout, on est tous en train de mesurer notre hauteur, donc on n'a pas beaucoup de points à 4 mètres ou à 1,5 cm. Ah, là, il y a un point aberrant. Donc là, c'est bien, vous pouvez repérer l'élève qui a fait un point aberrant, qui a du mal rentrer la valeur, hein, 2,22. Donc là, juste, je ne vais pas prendre trop de temps. C'est parce qu'il m'a mis le temps, je ne sais pas, de façon un peu étrange. Donc, je vais tricher là et je vais juste garder les datas et enlever les datas aberrants qui sont juste des mauvaises rentrées de chiffres, je pense. Mais en tous les cas, vous voyez, on voit se dessiner en direct un graphe où, hop, je continue à calculer. Oh là là, les mesures arrivent à fond. Donc, je peux faire une statistique sur la hauteur des profs. J'ai l'impression que tous les profs font en gros 1,70 m. Alors, évidemment, ah oui, il y a un point aberrant là. Où est-ce qu'il est, ce point aberrant? Je ne l'ai pas repéré. Parce que ah oui, 2500, là, c'est parce qu'il y a une erreur sur la rentrée en secondes, la 50 secondes, ça me semble étrange. Et donc, vous voyez, le data se dessiner en direct. Alors, évidemment, quand on fait ça avec des élèves, on leur demande d'avoir le maître mesureur avant, et eux, ils vont faire une mesure propre de la hauteur, et à la fin, on aura une courbe bien plus propre. Mais on peut déjà, après tout, faire un fit de cette courbe-là, avoir une approximation linéaire et essayer de trouver, d'après la pente, la gravité, et surtout voir si effectivement la hauteur varie comme le temps au carré. D'accord ? Donc, vous voyez ici qu'on a une mesure, on va dire, participative, mais surtout dont l'intérêt que je vois est qu'on est en train de dire aux gens que finalement, on peut tous mesurer une même loi. La loi, elle est universelle, hein, la science, elle est universelle, et elle marche aussi bien dans la salle de TP que chez soi. Et que donc, il y a cet enjeu ici de faire de la mesure à distance, mais sans que chacun soit forcément coincé chez lui. Nous, on a eu un très beau retour de nos étudiants quand on a fait les TP confinés. Ils nous ont dit que le meilleur moment de la semaine pour eux, c'était les TP parce qu'enfin, ils faisaient quelque chose ensemble. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très fort dans cette idée d'un travail collectif en physique dont on n'a pas toujours l'habitude, hein, parce que les binômes en TP, alors je ne sais pas chez vous, mais chez nous, en général, il y en a un qui fait le compte-rendu pendant que l'autre fait la manip, en ayant peur de ce que le prof va dire et en ayant peur de casser l'appareil. Là, on est dans des dynamiques extrêmement différentes. Donc, du point de vue pédagogique, si je voulais conclure là-dessus, le smartphone, ce n'est pas juste un gadget, selon nous. Ça permet des choses nouvelles qu'on a pu expérimenter et qu'on aimerait que vous expérimentiez aussi, puis que vous nous fassiez des retours. Déjà, c'est facile à mettre en place hors de la salle de TP. Et sortir de la salle de TP, je pense que ça a des vertus aussi parfois. Et puis, à l'heure des règles sanitaires, hein, certains d'entre vous doivent connaître les galères de nettoyer les salles de TP après le passage des étudiants. Mais si on n'a pas accès à la salle de TP, on peut quand même faire des TP, y compris au lycée. Et puis, ça permet aussi, on a parlé de TP, mais de faire des démos de cours très simplement. Je sais que Jacques, tu dis que toi, tu nous disais tout à l'heure, maintenant, tu as ton smartphone en permanence sur ton bureau et que tu n'hésites pas à l'utiliser à tout moment pour faire des expériences. Hein. Oui, en fait, des fois, c'est un peu borderline parce que je ne l'ai même pas anticipé. Hein, mais je dis, tiens, finalement, ça, je pourrais le faire avec mon téléphone. Voilà, l'autre jour, je me suis dit, mais le Doppler, je pourrais le faire. J'ai
j'ai accroché mon téléphone comme j'ai pu. Donc là, la sécurité des élèves était peut-être un peu en jeu. Non, j'ai blindé le truc quand même. Et je l'ai attaché à une ficelle. Il y a des générateurs de son sur Fifox. On choisit sa fréquence à la main sans aucun problème. Ouais. Et on peut, en mode fronde, voilà, faire ça dans la pièce. Et ça tourne vite. Ouais. Et ça tourne suffisamment vite pour que l'effet Doppler soit très clairement perceptible. Donc, ce que je disais, c'est que peut-être que mes élèves ont retenu que ça de Doppler cette année. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Enfin, en tous les cas, je pense que ça les a marqués parce qu'ils n'arrêtaient pas d'en parler ensuite. Et Voilà. il y a cette idée, je pense, très voilà. forte dans ce que tu racontes, qui est que soudain, la manip, elle peut se faire très facilement, de Mmh. façon très souple, très agile, sans mettre en place tout un dispositif très lourd. Et donc, on peut faire de la science chez soi, dans la rue et un peu partout. Alors, les autres choses que ça permet, c'est du travail expérimental à la maison, justement. Alors, quand je dis travail expérimental, c'est que même si on n'est pas en période de confinement, on peut se permettre maintenant de dire à nos étudiants, pour lundi, au lieu de faire tel exercice ou tel problème, vous faites un TP. Vous allez mesurer tel phénomène, on en discutera et on va ensuite déconstruire ça en cours. Par exemple, mesurer un pendule chez vous. Et puis, ça incite aussi à des nouvelles formes de travail en groupe. Nous, on s'est amusé justement à déconstruire les binômes, à faire des travails à 3, à 4. Il y en a parmi vous qui m'ont posé des questions, enfin qui nous ont posé des questions en disant mais comment on fait si l'étudiant n'a pas les bons capteurs sur son téléphone? Eh bien, il travaille avec quelqu'un d'autre qui lui a les bons capteurs et on s'échange et chacun fait un type de manip et on se complète et on peut imaginer plein de nouvelles dynamiques. Et puis évidemment, c'est possible en distanciel. Donc, si on est reconfiné, ce que je ne souhaite à personne, évidemment, ça permet que les TP ne passent pas à la trappe. Et ça, pour moi, c'est important parce que moi, j'ai une affection particulière pour les TP. Et enfin, il me semble que ça permet d'ouvrir un peu à la créativité et l'inventivité. Alors, c'est des grands mots, évidemment, mais quand même, montrer aux étudiants qu'y compris en sciences, il y a une vraie part de créativité. Par exemple, dans le dispositif, est-ce qu'on utilise une essoreuse à salade? Est-ce qu'on invente un machin nous-mêmes pour faire tourner? Ou pour faire du frottement? Ou pour faire autre chose? Voilà. Dans la façon de fabriquer sa manip, ou de la prendre en photo, ou de la filmer, il faut aussi un peu de bidouille, un peu d'invention. Et c'est peut-être aussi pour réconcilier les élèves, les étudiants, avec une certaine vision de la science qui est peut-être moins carrée que ce qu'on leur enseigne toujours, moins protocolaire. Parce que quand on arrive dans un labo, quand on arrive y compris dans l'industrie, en recherche et développement, on nous demande aussi d'être créatif. Et donc de dire que la science, c'est aussi une part de créativité, je pense que ça a du bon. Et très paradoxalement, cette boîte noire qui devrait enlever toute créativité, parce qu'on ne peut rien connecter, on ne peut rien faire, finalement, elle libère beaucoup et elle permet d'inventer plein de choses autour pour transformer ça en un outil de mesure remarquable. Donc voilà, nous, on espère que ça peut changer ça aussi du point de vue pédagogique. Je ne sais pas si Jacques, tu as quelque chose à rajouter à ces conclusions pédagogiques. Moi, ce que je trouve remarquable, c'est que ça permet, ça va avec ce que tu disais sur la créativité, mais c'est-à-dire qu'en fait, les élèves ont un outil dont ils prennent conscience du potentiel d'exploration de ce qui les entoure. Effectivement, eux, voilà, ils font de la photo, ils font toujours un peu les mêmes trucs avec les élèves, mais si on leur fait comprendre que quand même, on arrive à générer des sons, un truc qu'ils ne font jamais, quasiment, eux, ils écoutent de la musique, mais on choisit sa fréquence. On arrive à enregistrer des sons, à les analyser, on arrive à faire des mesures de mouvement. Finalement, on arrive à les faire explorer le monde en confrontant un petit peu à ce qui se passe en classe. C'est-à-dire qu'on fait sortir effectivement notre enseignement de physique-chimie dans leur vie pour les curieux, mais ça peut aussi susciter la curiosité. Moi, je ne suis pas un grand fan, ceux qui me connaissent, de cette idée que la physique serait partout et qu'elle nous saute à la figure. Je pense que oui, on peut considérer qu'on peut faire de la physique dans n'importe quelle circonstance, mais la physique, il faut aller la voir, quoi. Il faut aller la chercher, il faut convoquer des concepts qui sont les concepts de notre discipline. Mais cet outil-là va éventuellement leur permettre de le faire. Donc, je pense qu'il faut décomplexer ça. Et franchement, rien que la symbolique de dire aux élèves, mais votre téléphone, c'est un outil de travail, y compris des fois pour choper une inclinaison, quelque chose. Eh ben, allez-y, quoi. On peut tout à fait faire ça en classe et plutôt qu'ils soient là en train de se cacher sous leur bureau à essayer d'envoyer un snap, ils sont très nuls pour envoyer un snap en scred comme ils disent parce que ça ne marche pas. Et ben, le téléphone, il est sur la table et ça devient un outil de travail comme la trousse, quoi. Voilà. Et puis, si on en a besoin, à un moment donné, ben, on l'utilisera. Mais je crois qu'il faut effectivement décomplexer. Alors, je sais que ce que je dis, c'est très polémique dans l'éducation nationale parce qu'on n'est pas toujours capable de le gérer. Bon, et en fait, mon expérience montre que ça se gère assez bien et que moi, mes élèves en TP, ils ont le téléphone sur la table. Alors, certes, très souvent uniquement pour faire une photo. Je vois très bien les élèves qui, par exemple, pour le CE en terminale, disent « Ah, je peux prendre en photo ». Je dis « Mais allez-y, faites-vous une banque de photos et de vidéos pour les ECE si ça vous arrange. Vous serez prêt pour l'examen parce que ça va imprimer effectivement et vous pourrez ressortir ça quand vous serez en train de préparer le CE. » Mais voilà, il faut décomplexer par rapport à cet usage. Le téléphone, ça devient un outil, je crois, pour faire de la science. Oui, tout à fait d'accord. On ne va pas en rajouter grand-chose. Le fameux lien qu'on vous a promis depuis le début, le voilà.
Alors, si vous faites tinyurl.com/, alors si vous allez sur notre site qui s'appelle vulgarisation.fr, vous retrouverez, mais là, c'est un lien direct où je vous ai remis des liens vers toutes les petites ressources dont on vous a parlé aujourd'hui, les TP, les capteurs dans les smartphones, les petits ateliers créatifs, etc., etc. On vous recommande aussi ce qu'ont fait les autres parce qu'on n'est pas les seuls à avoir fait des choses. Et il y a Ulysse de Lab notamment qui a fait un super bouquin qui s'appelle Smartphonique. Alors, petite mise en garde, attention, là, ce n'est pas des TP clés en main pour lycée. C'est un niveau un petit peu plus costaud. Mais si vous voulez vraiment comprendre ce qui se joue quand vous faites de la physique avec smartphone et aller un petit peu plus loin et être vraiment blindé, et bien avec ce bouquin, vous allez aller plus loin. Je ne sais pas si tu es d'accord, Jacques, mais je pense que vraiment… Oui, oui, il ne faut pas le prendre. Enfin, je veux dire, c'est vraiment complémentaire du travail qu'on a fait. Enfin, en plus, c'est préalable au travail qu'on a fait et ça nous est utile. Moi, j'ai appris plein de choses avec ce bouquin. Mais effectivement, entre ce qu'il y a dans le livre et une fiche de TP pour des élèves, bah, il y a du boulot, quoi. C'est-à-dire que oui, ça donne plein d'idées. Ça, je pourrais le faire, peut-être, etc. Voilà, c'est Mais complémentaire. effectivement, c'est Voilà. vraiment complémentaire. Et puis, j'en profite dans les dernières 10 secondes qui me restent pour faire de la pub pour un autre projet, parce que vu que j'ai plein de profs réunis, j'en profite. Ça n'a absolument rien à voir. Mais il vient d'y avoir la fête de la science. Et nous, à la fac, on n'a pas pu accueillir les scolaires qu'on accueille d'habitude. Et donc, on s'est dit qu'on allait leur faire une fête de la science virtuelle à distance, encore du distanciel. Donc, c'est un jeu, une sorte d'escape game en ligne qui se joue en 1 heure, où il y a plein de chercheurs de la fac qui interviennent, plein d'expériences super marrantes et incroyables. Et derrière aussi, plein de liens vers le programme, si vous voulez élaborer dessus. Donc, on vous encourage déjà à y jouer vous-même, à voir si vous trouvez la solution. Sinon, je vous enverrai le corrigé. Et puis, à utiliser ce jeu peut-être comme une porte de départ, une porte d'entrée, disons, vers de la science contemporaine, où là, il n'y a plus du tout de smartphone, mais il y a des très, très belles manips de physique fondamentale qu'on fait nous à la fac. Voilà, c'était mon petit moment pub, si ça vous intéresse. Et c'est encore un autre lien, c'est tinyurl.com/labo 2020. Et si vous avez oublié tous les liens, eh ben, souvenez-vous de vulgarisation.fr et il y aura tout à ce moment-là. Et voilà, on vous remercie pour votre attention. Tant qu'on est dans la pub, Julien, on peut quand même parler de ce magnifique bouquin. Hein, bah ouais, C'est franchement, gentil, Jacques. pour montrer à quel point Mais alors là, ça n'a vraiment plus touches à rien tout. à voir avec l'exposé du Mais jour. justement, c'était le but, c'était pour montrer à quel point le spectre de Julien Bobroff est large. Hein, voilà. Entre le smartphone et ça, il n'y a plus grand-chose à voir. Bon, Tsuchi, toi, tu vas sûrement trouver plein de liens, mais voilà, je vous conseille quand même. C'est un chouette bouquin pour vos vacances. La fille, voilà, la Et quantique juste autrement. peut-être un Petit clin complément d'œil sur à les la physique réponses. autrement, évidemment. J'ai envoyé une réponse là à l'instant parce qu'il y a des gens qui nous demandent si leurs téléphones ont les bons capteurs ou quel téléphone acheter ou autre. Donc, j'ai envoyé une référence à l'une des questions en donnant un site web où il y a toute la liste de tous les capteurs pour tous les téléphones. Comme ça, vous saurez quel téléphone a quel capteur. On n'est pas beaucoup gêné, hein, franchement, par les capteurs. Bon, moi, sur mon iPhone, je ne peux pas faire bien Lambert, quoi, voilà, parce que le capteur luminosité n'est pas actif. Mais il y en a un, mais il n'est pas actif. Et en tous les cas, Fifox n'y accède pas. Voilà, eh bien, merci messieurs. On peut prendre des questions. Alors, donc au niveau des questions, on a effectivement suivi un petit peu le système de questions-réponses que vous avez. Je précise que ça n'est pas un chat, c'est-à-dire que les questions ne sont pas publiques, elles sont publiques uniquement quand on donne une réponse. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions qui n'apparaissent pas et qui ont été directement rejetées. Donc, certaines questions ont une réponse. Julien Bobroff a répondu à quelques-unes. Voilà, nous avons aussi répondu, Guillaume Minier notamment, a répondu à pas mal de questions. J'ai notamment donné 2 modèles de téléphones. S'il y en a qui veulent acheter des téléphones avec plein de capteurs, pas trop chers ou un peu plus chers selon la qualité du modèle, j'en ai suggéré 2, mais je n'ai pas d'action dans ces sociétés-là. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres suggestions. Voilà, donc effectivement, une des questions qui est revenue plusieurs fois, c'est comment savoir quels capteurs sont disponibles sur les différents téléphones. Hein. Donc là, le lien a été donné. Et puis voilà. Alors après, il y a possibilité, on a encore un petit peu de temps. Donc, il y a possibilité de… Oui, donc possibilité de lever la main si vous voulez intervenir. Donc ça, vous avez l'outil en haut. Alors, on a… Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Fifox permet d'exporter le data dans tous les formats possibles, Excel, CSV, etc., si vous voulez après les analyser sur des tableurs ou vos logiciels préférés de traitement. Et on peut faire déjà beaucoup de choses dessus. Ce qu'on a proposé d'ailleurs dans certaines fiches, hein, mais qui font partie de ces fiches dont je parlais, qui sont un peu pour aller plus loin, enfin, qui sont déjà pas les fiches débutants, quoi. Mais effectivement, en terminal, on peut se permettre de faire d'exporter des données pour pouvoir aller les traiter.
Pour l'anecdote, vous verrez dans une des fiches, hein, on arrive à, rien qu'avec l'expérience que vous avez tous fait sur la chute, lâcher votre smartphone sur le coussin, on arrive à savoir si on a plutôt un coefficient, enfin une force de frottement en V carré ou en V. Voilà. Avec une simple chute de ce genre, un export de data, et c'est très facile d'aller regarder la façon dont on va varier la vitesse. Alors, nous avons trois questions là. Donc, je vais laisser la parole à Tony Boivin. Donc, s'il veut activer son micro, il peut avoir la parole. Alors, il n'est pas là. Alors, nous avons une autre question de Harinozirontopomola. Voilà, qui peut... Donc, je précise qu'il faut que vous réactiviez votre micro. Voilà, c'est bon. Non, c'est juste pour dire merci. C'est gentil. Non, mais c'est rigolo, mais ça fait du bien parce que vous savez tous le désespoir qu'on a quand on enseigne en distanciel. Là, on est potentiellement face à 287 profs, mais en réalité, on est face à une webcam. Et heureusement, je vois Jacques, Guillaume et Philippe. Mais sinon, c'est le grand désespoir de la solitude, hein, quand même. Ok, c'est tout. Alors, je donne la parole. Voilà, allez-y. On a donné la parole à monsieur ou madame Bruot, mais je ne sais pas si on les prend un peu au dépourvu, peut-être. Excusez-moi, je n'avais pas entendu qu'on m'avait donné la parole. Super présentation, merci. Je voulais juste savoir s'il était prévu que dans Fifox, on ait un module pour traiter directement les vidéos, faire des pointages sur des vidéos sans passer par une chronophotographie, comme ça nous a été montré avec Motion Shot. Alors, c'est en discussion. Donc, peut-être il faut expliquer ce que c'est que Fifox. Hein. Fifox, ça a été monté par des collègues allemands de l'université de Aix-la-Chapelle et qui font un super boulot. Donc, nous, on les a aidés, enfin Frédéric, en l'occurrence, les a aidés pour en faire la traduction avec Ulysse, justement. C'est pour ça que vous avez la version française. C'est parce que c'est notre équipe et l'équipe de Ulysse à Bordeaux qui l'ont traduit. Et puis, c'est des collègues universitaires, donc il n'y a pas de modèle commercial ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est ça qu'on aime bien chez Fifox. Et on est en discussion avec eux sur plein d'améliorations. Et l'idée d'aller rajouter ces options de chronophotographie, de pointage vidéo et autres, c'est en cours et c'est en cours de traitement. Ils ont aussi développé tout un truc pour les gens qui aiment Arduino, où maintenant on peut utiliser Arduino avec Fifox et on peut commander à distance. Et ça, on va bientôt vous le mettre en ligne sur notre site. Des petites cartes nano Arduino qui coûtent 15 € avec tous les capteurs du téléphone, sauf que vous les contrôlez à distance avec le téléphone, donc vous n'avez plus peur pour votre téléphone. Et Fifox fait le travail par Bluetooth, en fait. Et vous avez les capteurs déportés dans une petite carte indépendante. Et ça, on va vous le mettre en ligne d'ici 2-3 semaines, en gros. Merci. Très bien. J'ai une nouvelle question de Cédric Bonny, s'il veut activer son micro. Oui. Bonjour, merci. Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment super intéressant. Moi, j'ai utilisé une sorte d'équivalent en plus light de Fifox qui est Science Journal de Google, parce qu'on est un établissement équipé avec la Google Suite. Et alors, assez curieusement, j'ai remarqué qu'il y avait un capteur de lumière qui marche sur mon smartphone avec Science Journal, alors que ça ne marche pas sur Fifox. Alors, je trouve ça assez bizarre. Peut-être que vous avez une réponse à ça. Alors, non, enfin, moi, je ne suis pas du tout spécialiste. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur les iPhones, il y a bien un capteur de luminosité, évidemment, hein, ne serait-ce que parce que quand vous mettez votre téléphone à l'oreille, vous savez, il s'éteint. Donc, voilà, il capte évidemment de la luminosité. Il a un écran adaptatif. Par contre, si j'ai bien compris, c'est chaque appli va pouvoir, et chaque concepteur d'appli a accès ou pas aux librairies qui vont piloter, qui vont permettre d'aller interroger, d'aller lire les données du capteur. De ce que j'ai compris, pour Fifox, il n'y avait pas d'accès possible pour l'instant au capteur des iPhones. Et je crois même que ce n'est pas le cas sur exactement tous les iPhones en plus. Hein. Donc, tu confirmes? En gros, chaque téléphone est un cas un peu particulier.
Donc, le truc, nous, ce qu'on fait quand on commence des séances très concrètement avec nos étudiants, c'est on dit sortez tous le téléphone et puis on essaye tous telle activité et dites-nous ce qu'il y a de grisé comme capteur. Et après, on s'adapte. Souvent, on leur donne le choix entre plusieurs manips possibles et chacun choisit un peu en fonction de son capteur ou on les met par groupe de façon à ce qu'au sein de chaque groupe, il y ait le capteur voulu. Et ils sont à plusieurs sur un smartphone, ce qui n'est pas gênant. On a parlé par exemple de la pression, pas tant de capteurs que ça, enfin pas tant de téléphones que ça ont la pression. Moi, je l'ai sur mon Sony par exemple et ça permet de faire plein de manips incroyables. Le baromètre, il est sensible à 1 mètre d'altitude. C'est très impressionnant. Donc, on essaie de repérer qui l'a dans la classe et on fait des petits groupes autour de ça. C'est clair qu'il faut accepter d'être un tout petit peu souple sur la constitution des groupes autour de où il y a les bons capteurs. Certains sont hyper répandus, mais c'est vrai que la luminosité peut poser problème, le capteur de pression aussi et parfois le champ magnétique. Ok, merci. Merci. Et il y a une question, je crois, de Gaël sur comment partager son téléphone. Non, je vois ça passer. Alors, moi, enfin, je peux dire comment je fais. Alors, ça, franchement, ça a aussi totalement changé ma façon d'enseigner à partir du moment où j'ai pu balancer sur vidéoprojecteur ce qui était affiché sur mon téléphone. Je peux vraiment vous dire que ça a totalement changé la donne. Là, vous voyez, je vais vous mettre ça ici, vous devez le voir. Voilà, ça, c'est mon téléphone, hein. Donc là, vous voyez un petit truc qui s'appelle J20, c'est le nom de mon ordinateur. Donc, en fait, j'ai connecté mon ordinateur et mon téléphone sont sur le même réseau, ou en l'occurrence, là, je suis en partage de connexion. Et donc, j'ai un petit truc qui s'appelle, vous le voyez en haut, AirServer. Alors bon, je l'ai payé, hein, mais je ne sais plus combien ça coûte. Alors attends, il y a des trucs gratuits. Hein. Toi, tu es sur $15. Alors, il y a des trucs gratuits, mais alors là, par contre, le problème, c'est que alors toi, tu as ça, toi. Mais alors moi, j'ai ScreenStream. Voilà. Donc, ScreenStream, ça, c'est un truc gratuit et qui permet, donc ça vous donne une adresse IP. Vous la tapez sur votre, donc c'est ici, ScreenStream, c'est lui. Vous tapez votre adresse IP sur votre Internet Explorer, je ne sais pas quoi, et il vous met la copie du téléphone en direct. La seule contrainte, c'est qu'il faut qu'il soit sur le même réseau Wi-Fi que votre ordinateur. Mais ça marche très bien, ScreenStream. Il y en a plein d'autres. Hein. Alors moi, les ScreenStream, il y en a plein. Hein. Moi, j'ai beaucoup utilisé ça en tapant une adresse IP, effectivement. Mais alors, en termes de commodité et d'improvisation en classe, franchement, c'est vachement plus pénible parce qu'il faut aller regarder. Quand même, je trouve l'adresse IP. Et là, moi, je prends mon téléphone et je fais ça. Hein, voilà, je fais ça, hop, je pointe mon ordi et j'ai sur le vidéoproche immédiatement tout ce que je fais sur mon téléphone. Alors, il faut faire gaffe, il faut enlever les notifs, tout ça, parce que sinon, les élèves voient toutes vos notifs. Une fois que tu as repéré l'adresse IP au début de ta séance, après, elle bouge plus. C'est la même pour toute la séance. Voilà. Ouais. Mais je suis d'accord, il y a plein d'outils possibles. En tous les cas, c'est vrai que ça change complètement les pratiques pédagogiques. Hein. C'est hyper pratique, quoi. Et puis, si vous n'avez rien de tout ça, à nouveau, vous pouvez sur Fifox demander le contrôle à distance et vous voyez la manip et là, vous pouvez même la contrôler depuis votre ordinateur. Alors, on a une question de Denis. Donc, il peut activer son micro et poser sa question. Non, oui. Allô? Oui. Allô? On vous entend. Bon, oui, parce que j'ai une connexion Internet très instable. Je suis. Je vous réponds du Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer. Vous m'entendez là? Parce que je ne vous entends plus. Si, on vous entend. Oui, bon, alors voilà. Alors d'abord, je me suis connecté un petit peu en retard suite à une réunion de famille qui vient de se terminer ce midi. Et je voulais surtout vous écouter pour commencer à apprendre quelque chose sur l'usage du téléphone portable quand on enseigne. Naturellement, je suis en retraite, donc apparemment, je ne suis pas concerné par le problème, mais je suis quand même interpellé par la problématique qu'il y a derrière. C'est-à-dire, comment dirais-je, un collègue qui se trouve en difficulté de communication avec ses élèves parce qu'il ne peut pas aller au collège ou parce que des élèves sont absents en classe, ils sont chez eux, etc. J'étais surtout venu vous écouter pour ça. Et à vous écouter là, j'avoue que je suis relativement perdu. Voilà, c'est la seule chose que je voulais vous dire. Et compte tenu de ça, je vous promets que je n'interviendrai pas trop souvent pour vous embêter. Voilà. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, parce que là, je vous entends à peine. Là. Ah ben, nous, on vous entend très bien. Ah bon, d'accord, tant mieux. Merci du témoignage. Alors, moi,
bon, je sais pas quoi répondre d'intelligent. J'en suis désolé si vous êtes un peu perdu. Je pense que c'est naturel comme sentiment aussi. C'est-à-dire que, enfin, moi-même, au début du confinement, à devoir découvrir tous ces outils en ligne, Zoom, Fifox, machin, etc., j'en avais déjà fait un peu avant, mais on est vite perdu. Je pense qu'un point clé, on l'a peut-être pas bien défendu, mais je crois qu'il est essentiel, c'est que l'étape d'apprentissage, elle n'est pas monstrueuse. C'est que apprendre à utiliser son téléphone pour utiliser les capteurs, vraiment en 5 minutes, si vous lancez l'application, vous allez y arriver et n'importe qui y arrive. Et ce n'est pas une marche d'entrée très compliquée. Pour pousser le cran suivant et faire vraiment de l'enseignement avec, ben là, on a essayé justement de produire les outils pour vous aider à le faire et que vous ne vous lanciez peut-être pas tout seul et que vous ne réinventiez pas tout de zéro. Mais après, évidemment, libre à chacun de l'adapter à sa façon. Et voilà, si on vous a effrayé, ce n'était vraiment pas notre intention. Non, non, mais après, on peut être effrayé. Et ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on donne le sentiment qu'on a fait une présentation avec Julien qui soit une présentation purement technique sur l'usage du smartphone, etc. Ça, moi, j'en ai vu des tonnes dans ma formation ces dernières années où effectivement, mais c'était utile. Hein, ça m'a aidé à prendre en main l'outil, à comprendre les possibilités qu'il pouvait y avoir avec. Et je crois que c'est pour ça que j'aime bien défendre ce projet et c'est ce qu'on avait aussi pensé tout dès le début avec Julien, avec Patricia, Jean voilà, et Frédéric, puisqu'on voulait faire de la pédagogie avec ça. C'est-à-dire que le but, ce n'était pas de livrer en pâture aux collègues des manips. Allez, regardez, il y a des manips. Non, c'était de dire, c'est scénarisé, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On ne vous l'a pas explicité, mais on a quand même mis pas mal de temps, Julien, tu confirmeras, à choisir les manips. C'est-à-dire qu'on a regardé les programmes. On ne s'est pas contenté d'ailleurs, hein, ça aurait pu être la facilité. En tant que bons élèves, on aurait pu dire, ah bah tiens, on va aller prendre juste les capacités du BO où il est fait allusion explicitement au smartphone. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres capacités où on n'avait pas mis dans les programmes le smartphone, mais où on pouvait l'utiliser quand même. Et ensuite, on a regardé si c'était faisable et puis on l'a scénarisé pédagogiquement. C'est-à-dire que le but, c'est quand même pour que les élèves donnent du sens à ce qu'ils font et apprennent de la physique. Et ce n'est pas du tout, moi je fuis le TP smartphone comme étant un gadget. Il y a quelques années, quand on faisait ça, ça faisait vachement moderne, quoi. Alors maintenant, on ne peut plus frimer avec ça parce que ça ne va pas faire très moderne d'utiliser son smartphone, mais il ne faut pas que ce soit un gadget. Je me dis toujours, est-ce que la manip que je suis en train de faire là, est-ce que je pourrais la faire dans des conditions à la limite meilleures sans le smartphone? Si oui, bah, je ne prends pas le smartphone, quoi, ça ne sert à rien. Voilà. Donc c'est comme Arduino, quoi. Parce que il y a eu plein de polémiques autour de l'introduction d'Arduino. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux faire avec Arduino ou avec Python que je ne peux pas faire si je n'ai pas ça? Est-ce que ça donne du sens à ce que je fais en physique? Et il me semble que le smartphone, de temps en temps, il donne du sens aux modèles qu'on manipule en physique. Voilà. L'universalité des modèles dont on vient de parler, c'est quand même quelque chose d'important. Faire des manips collectives, on ne pouvait pas le faire avant, quoi. Pas à cette, avec cette dimension. Je peux témoigner. Hein, la première fois qu'avec un groupe de TD, avec 30 personnes en confinement, on a tous mesuré la gravité, tous ensemble, chacun dans sa chambre d'étudiant, dans son appartement, dans son truc et tout, il y a quand même eu un moment fort qui s'est créé là, un moment collectif qu'on n'avait jamais vécu dans une salle de TP. Donc moi, je suis un peu sur la même ligne que Jacques. Hein, je suis un fan des TP, je suis un fan des manifs. J'ai été expérimentateur pendant 20 ans de ma vie dans les cryogénies basse température. Le smartphone ne sert à rien dans ce monde-là. Et donc, je pense qu'on n'est pas là juste pour le gadget du smartphone. Pour nous, le smartphone, il est intéressant s'il ouvre des possibilités auxquelles on n'aurait pas accès sinon. Et donc, des possibilités pédagogiques. C'est pour ça qu'on a voulu finir l'exposé sur ces idées-là de qu'est-ce que ça peut aider à construire comme pédagogie. À mon avis, on est au tout début et on est des grands débutants. Hein, et c'est les premiers TP là qu'on a fait. Et peut-être que dans un an, on aura plein d'autres idées. Et ça explique aussi pourquoi on n'a pas voulu faire, je le dis, parce que j'ai quelques collègues qui m'ont dit « Ah, mais vous faites des trucs que je savais qu'on pouvait faire. » Bah oui, c'est pas très, très original hein, ce qu'on a fait. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Julien. Moi, je trouve que ce n'est pas d'une originalité folle. Mais voilà, la valeur ajoutée, peut-être, c'est de l'avoir scénarisé, de l'avoir vraiment pensé pour des élèves, en regardant les objectifs pédagogiques, le lien avec les programmes, en aidant les profs aussi, en rassurant les collègues qui ont du mal à se lancer, en disant « Mais oui, c'est possible, regardez, ça ressemble à un TP normal, en fait. Hein. Ça ressemble vraiment à un TP normal. » Et puis, bon, après, je le dis aussi, franchement, ce n'est pas parce que Julien est là, bénéficier de la force de frappe de l'équipe de Julien sur des tutos vidéo, des graphismes, etc. Il y a une graphiste qui a travaillé avec nous, quand même, c'est pas mal aussi, parce que ça fait des trucs jolis, qui deviennent moches après sur Eduscol, mais qui au début sont jolis. Voilà. Tu as une dent contre Eduscol, hein, Jacques. Hein. Fais attention, non, tout est enregistré. Hein. Ouais, je m'en fous. Non, mais c'est très bien que ce soit sur Eduscol, je suis très content. Alors, il nous reste une ou deux questions, un petit peu de temps, quelques minutes. Donc, François Ducamp peut poser sa question. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui.
Alors, déjà, merci pour la séance. Merci pour la physique autrement, parce que moi, j'ai découvert grâce c'est pas les TP confinés, les conférences confinées. Les conférences confinées de Julien, j'ai découvert ça et c'était vraiment génial. Et donc, justement, dans la suite de ce que vous disiez, je voulais savoir, est-ce que c'est un one-shot ou est-ce que vous avez de continuer justement avec le recul et de voir avec la mise en place, nous, dans les établissements, etc., sur une adaptation de certains TP, des évolutions ou autres, justement pour être dans une démarche de c'est une première base, c'est super intéressant. En plus, c'est toujours aussi beau l'aspect graphique. Mais voilà, une fois que c'est lancé, sur un suivi, ou est-ce que vous êtes sur d'autres projets Alors, la réponse, on n'en a aucune idée. Ça, c'est la première réponse. Vu qu'on avance, je pense, comme tout le monde, semaine par semaine dans les temps qui courent, je crois qu'une vraie réponse, c'est qu'on a besoin de retours. C'est-à-dire que nous, on l'a fait en pensant que ça allait être les meilleurs TP du monde. On commence à avoir quelques retours sporadiques qui nous disent « Tiens, je les ai testés, ça marche » ou « Tiens, il y a tel truc qui ne marche pas » ou autre. Et là, l'appel, c'est l'appel au peuple. C'est-à-dire que si vous pouvez nous renvoyer des mails pour nous dire à Jacques, à moi, à Frédéric, à Patricia, à Jean, comment ça a marché ces TP, qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce qui, d'après vous, fonctionne, ne fonctionne pas. Pour nous, c'est une bonne base pour continuer. Moi, j'aurais du mal à continuer à en rajouter, à trouver d'autres idées si on n'a pas à un moment donné un retour du terrain. Donc, on a besoin d'un retour de votre part pour nous dire si ça a du sens ou pas, quand vous les testez avec vos élèves, si c'est juste du TP bis ou si vraiment ça a ouvert d'autres choses ou s'il faut aller vers telle piste ou telle autre. Et là, nous, on serait ravis après de continuer à bosser ensemble et à faire des choses. Je ne sais pas si, Jacques, tu penses pareil. Oui. D'ailleurs, on s'était posé la question quand on avait fini le travail. On s'était dit, bon, et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? En fait, on n'en sait rien. Je crois qu'on peut dire qu'on n'en sait rien. On fait ça à nos heures perdues, on peut aussi le dire. Bon, mais qu'on a envie de le faire. Moi, je pense qu'il y aurait des possibilités. Là où peut-être il y aurait, effectivement, il faut qu'on ait du retour. Si ça n'aide pas à ce que les collègues s'approprient le smartphone comme un outil de labo, ça vaut peut-être pas le coup de continuer. Là où il y a peut-être une limite, c'est sur les aspects. On risque de rentrer ensuite dans des choses avec des protocoles un peu plus lourds, un peu plus chiadés. Et c'est vrai que quand même la contrainte de se dire, dans cette première vague de TP, là, on en a fait 8, se dire il faut que ce soit simple, sécure, parce qu'on était dans le contexte aussi post-confinement, ça a quand même bridé un petit peu. Tu te souviens, Julien, la première liste de manip qu'on avait faite, elle était largement 2 fois plus grande que le nombre de TP à la fin qu'on a gardé, parce qu'on rentrait dans des choses un petit peu trop complexes à réaliser soi-même, en autonomie, etc. Moi, j'ai l'impression que si on aurait largement de quoi faire une deuxième vague de fiches, mais par contre, qui serait beaucoup plus orienté pour peut-être des TP en classe ou avec un peu plus de matériel. Voilà. C'est un peu le sentiment que j'ai. C'est très un intuit ce que je raconte, mais voilà. Là, on a vraiment fait des choses très, 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 très basiques en termes de matériel et sécure, quoi. Voilà. Alors, notamment du côté de la chimie. On a plein d'idées du côté de la chimie, mais on ne nous a pas laissé faire parce que chez soi, ça craint d'utiliser de l'eau de Javel, du machin, du truc. Nous, on voulait tout faire péter chez les gens, en gros, mais on nous a tout de suite dit stop, quoi. Alors, il nous reste pas mal de questions, mais plus de temps. Ce que je vous propose, c'est après d'interagir directement. Je pense que sur le site dans lequel il y a les fiches, il y a une possibilité de vous contacter pour poser des questions. Absolument pas, mais si vous allez sur à propos ou contact, vous allez retrouver mon mail. Moi, c'est le mail qui marche, donc envoyez-moi des mails. Parce que sinon, ou sur Twitter, vous pouvez m'envoyer des tweets ou des messages privés sur Twitter. Ça marche, mais sinon, c'est tout, quoi. Voilà. Et voilà, parce qu'on va s'arrêter là. On va remercier beaucoup Jacques Vince et Julien Bobroff pour cette présentation. Et puis, donc, on vous donne rendez-vous à 15h. Vous avez normalement sur le message que je vous ai envoyé 2 liens, donc en fonction de l'endroit où vous vous êtes inscrit. Donc, on a à 15h une conférence de Natacha Mantegazza sur la fabrication d'un escape game pour les élèves. Donc, elle a fait pour des élèves de collège dans le cadre qui a été présenté au concours Mendeleïev de l'année dernière. Et puis, en parallèle, vous avez une réunion
organisé par le bureau de DPPC, où on va parler des choses qui fâchent, de l'actualité, des réformes. On passera donc quelques minutes sur le collège, mais on parlera évidemment surtout du lycée, de la réforme du bac. Donc voilà, le temps de prendre une petite pause, et puis on vous retrouve à 15 h. Donc ce sera assez simple. Vous n'avez qu'à fermer la fenêtre Zoom et vous rouvrez le nouveau lien. Je peux peut-être juste rajouter, Philippe, que moi, je reste sur la fenêtre Zoom. S'il y en a qui veulent quand même poser des questions, on peut rester, nous, 5 minutes, leur répondre pendant que les autres vont faire une pause. Hein. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Okay. On peut rester là. Nous, alors, on reste, nous. Par contre, pas très longtemps, parce que je vais être obligé de fermer la session pour en rouvrir une autre. 5 minutes. 5 minutes. Okay, 5 minutes, pas de problème. Merci, Philippe. Merci. Donc, alors, attends, on peut répondre en direct éventuellement si on voit des questions qui nous sont posées. Moi, on m'a demandé pourquoi est-ce qu'on voit 0 quand on fait la chute libre avec l'accéléromètre. Ah oui. Et la réponse, c'est qu'en fait, le capteur d'accéléromètre, il est un peu vicieux parce qu'il mesure en fait non seulement l'accélération de la petite plateforme inertielle, mais aussi l'effet de la gravité. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'on vous donne une option avec accélération sans G ou avec G. Normalement, il mesure les deux. Donc, il y a la gravité en plus. Donc, quand on est en chute libre, vous allez retrouver 0. Et si vous voulez enlever la gravité, il faut choisir accélération sans G. Mais dans ces cas-là, il faut savoir qu'il fait un petit traitement numérique en permanence pour enlever la gravité. Donc, moi, je préfère avoir la valeur brute. Moi aussi. J'utilise toujours comme ça. On ne te voit plus. On t'entend toujours, Jacques, mais on ne te voit plus. Ah, pardon, c'est vrai, on ne me voit plus. On nous demande, Jacques, s'il y a un tutoriel pour Motion Shot à conseiller. Il y a la vidéo qu'on a faite. Ouais, j'ai presque envie de dire la vidéo que tu as faite, elle est presque mieux. Parce Frédéric qui a fait ça. Hein. Franchement, l'espèce de PDF où ils expliquent comment on fait, ça ne va pas chercher loin. Non. Ouais, bon, c'est la vidéo dont il y a le lien sur les fiches de TP, en fait. C'est facile à prendre en main. Alors, on sent que Motion Shot a du potentiel, mais pas encore complètement développé. Enfin, j'espère qu'ils vont continuer à développer. C'est pas très commode, par exemple, de choisir, d'avoir des timers précis. La durée entre les deux images, c'est pas très clair. Donc, il y a du potentiel, et c'est vrai que si jamais Fifox pouvait intégrer… ils y travaillent, je crois. Je sais qu'ils y travaillent, ce serait top. On nous demande la position de l'IG, de l'inspection générale, par rapport à la loi de l'interdiction du smartphone qui nous verrouille au collège. Alors, je sais que j'avais demandé à Dominique à l'époque, qui m'avait dit, tant que c'était pour l'usage pédagogique, on avait le droit. Hein. Ah oui, normalement, c'est la règle. C'est que si vous l'utilisez pour faire un TP, vous avez le droit de l'utiliser. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, en tous les cas, moi, l'inspection générale m'avait dit ça. Sinon, ils ne nous auraient pas laissé faire ces TP-là, quand même, qu'ils ont avalisé. Est-ce qu'ils ont laissé une trace écrite de ça, au moins? Oh là là, ça c'est compliqué. Ça. Est-ce qu'ils se sont… On n'en sait rien. Ah, on vous entend mal. Mais on n'en sait rien. Mais bon, nous, on laisse une trace écrite aujourd'hui, vu que c'est enregistré, en vous disant qu'ils nous ont dit que c'était OK tant que c'était pour usage pédagogique. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Et encore une fois, je crois qu'à partir du moment où le prof, dans sa classe, dit « vous pouvez » et je vous invite pour les besoins de la séance du jour à utiliser votre téléphone, je ne vois pas qui pourrait venir dire au prof qu'il est en faute. Voilà. Donc, et je crois que l'inspection générale est tout à fait raccord avec ce genre de… Je continue, vu qu'on est limité dans le temps. On nous demande, Jacques, s'il y a des applis alternatives pour mesurer la luminosité sur iPhone. Et alors là, je ne crois pas. Je crois que c'est Apple qui a bridé le capteur, en fait. Apple a bridé l'accès au capteur. Puisque, donc, aucune application ne peut y accéder, sauf Apple, quoi. Donc, malheureusement, on ne peut pas vous répondre. Voilà, il faut changer de téléphone. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit qu'il y a avec les profs de maths et les autres scientifiques. Oui, je vois aussi. Pardon, vas-y. Oui, collaboration avec les profs de maths. Alors nous, on n'a pas collaboré. Par contre, avec le smartphone, on a développé plein de petits trucs sur les maths autour du Smartphone Physics Challenge, où en fait, il y a plein de méthodes qui sont mathématiques et pas physiques, qui sont de la trigo, par exemple, ou des choses comme ça. Mais on n'a pas travaillé nous-mêmes directement avec les profs de maths sur smartphone. Je peux imaginer des choses autour de la géométrie, hein, clairement, et puis autour de la triangulation avec le GPS, de la cartographie, de tout ça. Et c'est vrai que pour l'instant, nous, on s'est contenté de la physique et de la chimie. Jacques, on te demande comment copier son écran de téléphone sur son ordinateur portable quand tu es dans le monde de Apple. Non, mais j'ai répondu. AirServer. Okay. Voilà. D'accord. AirServer. Bon, alors, non, si tu es dans le monde de Apple jusqu'au bout, ce qui n'est pas mon cas, tu n'as aucun problème parce que si tu as un iPhone et un Mac, alors là, c'est automatique. C'est ce qui est demandé, ouais. Voilà. Par contre, ce qui est plus dur, c'est comme quand tu es hybridé comme moi. Moi, j'aime bien être hybridé. J'ai un PC et un iPhone. Donc là, j'ai un petit outil qui me permet de faire le lien. Alors, Jacques, des Lyonnais te demande s'il y aura des stages dans l'Académie de Lyon. Aïe, aïe, aïe. C'est une belle réponse. Voilà.
Non, mais j'ai vu qu'il y avait plein de Lyonnais, et c'est très bien. Il était prévu à la demi-journée UDPPC académique qui devait être planifiée la semaine dernière et qu'on a annulé pour cause de crise sanitaire. Il était prévu que j'intervienne sur ces TP. Voilà, et je n'ai pas mis de formation au PAF cette année sur les smartphones parce que voilà. Alors nous, on en a un, mais il est déjà plein, Voilà. quoi. On a une formation smartphone, mais qui est Non, pleine. mais j'aurais pu, mais j'avoue que j'essaye de réduire la voilure sur le nombre de formations que je fais, donc voilà, je ne multiplie pas. Mais envoyez-moi des mails. Ouais. Qu'est-ce On qu'on nous essaiera dit d'organiser d'autre? quelque Il y a chose. plein de remarques de professeurs au collège qui nous disent qu'on peut faire sortir le téléphone au moment où l'on s'en sert et on le range après. Exactement. Voilà. Et voilà, et donc il faut relier ça à l'usage pédagogique, je crois. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je crois qu'on a un peu fait le tour, hein. Et après, il y a plein de questions techniques. Alors, j'ai pas essayé trop les tablettes. Est-ce que Firefox et tout marche bien sur tablette? Ça dépend des capteurs dans la tablette, je dirais. Mais Ouais. je suis pas sûr que ça soit le meilleur outil. Bah, moi, j'ai essayé sur iPad, ça marche. Bon, D'accord. voilà. Et puis donc, il y a des gens qui demandent si on peut exporter les données en CSV. Alors, directement, en fait, dans Firefox, on peut, une fois qu'on a fait une mesure, hein, il suffit juste de cliquer en haut à droite et on vous propose, hein, je vous en fais une en direct, hein. Voilà, donc si je mesure, hop, et puis je fais pause. Et vous voyez en haut à droite, si j'appuie sur les 3 petits points, on me propose ici exporter les mesures. Et si je clique sur, je suis incapable de cliquer en même temps que je regarde moi, et que je clique sur exporter les mesures, et ben on me donne le choix entre un format Excel ou des formats CSV. Et ça vous envoie directement. Si je fais Excel, je fais OK, ben, il me propose de le faire par mail ou directement dans mon téléphone ou même par SMS ou par Drive directement. Donc vous pouvez choisir toutes les façons d'exporter les datas. Oui, il y a une question qui va dans le même sens, là, Geoffroy Lamiran, qui demande effectivement comment on exporte. Il y en a qui sont déjà en train de faire nos fiches de TP, Julien. Ah, ils sont à fond, hein. Voilà, ils sont à fond. Comment on bascule? Il faut effectivement, mais je crois qu'on l'a mis ça dans la fiche, hein. Ouais, dans la fiche, on a mis un petit tuto de Firefox, Voilà. hein. Au début, il y a un tuto qui vous explique le b.a.-ba quand vous voulez utiliser Firefox, hein. Le mieux, ça peut être pour Egressi, par exemple, de repasser par un format texte, hein. Voilà. Du CSV, quoi. Du CSV, voilà. Ouais. Avec le bon séparateur. Désolé, mais ouais, on s'arrête. Je suis obligé de vous couper. Au revoir, Voilà, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup à tous et donc à tout de suite pour la suite.